complément d'enquête a fait un numéro qui s'appelle Woke, la dictature des bien-pensants, point d'interrogation, où tu vois vraiment qu'ils ont mis le point d'interrogation pour faire genre ils sont neutres. On voulait mettre la dictature des bien-pensants, point. Mais le problème, c'est que du coup, ça montre un petit peu trop qu'on est d'accord. Du coup, on va mettre un point d'interrogation pour montrer qu'on ne fait que poser des... On pose juste la question, quoi. Déjà, la description. Moi, j'aime beaucoup lire la description avant de, de regarder les documentaires. Qui sont les woke? Le wokisme serait-il un nouvel obscurantisme, comme le qualifient certains hommes politiques? Dans ce numéro de la guerre de l'info, le magazine ausculte les ressorts cachés d'une bataille acharnée. C'est un mot qui n'existait pas dans les dictionnaires français il y a encore 5 ans. Pourtant, aujourd'hui, les discussions autour des woke inondent certains plateaux télé et enflamment les débats. Défenseurs des libertés des minorités pour les uns, nouveaux censeurs bien pensants pour les autres. Qui sont les woke? Le wokisme est-il réellement un danger pour notre pays? Déjà, en fait, il y a des façons de cadrer des sujets qui sont neutres. Je pense que tu peux tendre à la neutralité dans une façon de cadrer le sujet. Et il y a des façons qui montrent que tu es un peu convaincu. Tu vois, genre, si je voulais cadrer le sujet de façon neutre, je dirais de plus en plus, les gens s'écharpent autour du mot woke en mode à droite, ils accusent de wokisme, gna gna gna. À gauche, ils revendiquent le wokisme comme juste une calomnie pour désigner les partisans de la justice sociale, etc. Nous allons revenir sur les origines de ce terme. Désigne-t-il une réalité ou je sais pas, genre, tu sais, des trucs comme ça. Et j'espère qu'ils vont débunker un peu le terme, tu vois, un peu parler de d'où ça vient, de voilà, tu vois, genre ça c'est une façon neutre de présenter le sujet. Une façon pas neutre de présenter le sujet, une façon pour dire ah quand même les woke on les aime pas, c'est ça. Le wokisme serait un nouvel obscurantisme. Dans cette description là pour l'instant, la plupart des trucs qui sont prêtés au wokisme sont les arguments de l'extrême droite. Serait-il un nouvel obscurantisme? Tu veux pas dire genre le wokisme serait-il un nouvel obscurantisme comme le qualifient certains hommes politiques? Ou alors n'est-il que un mot calomniateur pour stigmatiser les défenseurs de la justice sociale? Tu vois, là au moins t'aurais fait un peu en mode je suis neutre, je donne les deux côtés du débat. Non, non, là c'est juste un nouvel obscurantisme, ok d'accord. Le wokisme est-il réellement un danger pour notre pays? Pourquoi déjà? Genre qu'est-ce qui amène à ça déjà? Pourquoi on pose la question? Les gens, vous connaissez complément d'enquête, hein. C'est très aléatoire. Parce qu'en gros, complément d'enquête, ce qu'ils font, ça je leur explique à chaque fois, complément d'enquête ne fait pas d'enquête. Complément d'enquête reprend des enquêtes qui existent déjà dans la presse papier. Et c'est pour ça que c'est complément d'enquête, c'est que l'enquête existe déjà et ils vont parfois mettre une interview en plus, aller creuser un angle en plus ou alors simplement mettre en image des sujets qui sont déjà sortis dans la presse papier. C'est pour ça que complément d'enquête c'est très inégal, c'est parce que bah, évidemment quand tu vas faire un truc sur les woke, bah, tu vas te reposer sur quand même un corpus journalistique qui est très anti-woke justement. Donc bref. Le mot woke avec un E vient à son tour de faire son entrée ici même à l'Académie française et dans son dictionnaire. Pour notre collection Guerre de l'info, complément d'enquête sur un nouveau concept clivant, les woke. Par exemple, au hasard, tu ne demandes pas pourquoi le dictionnaire de l'Académie française fait rentrer le mot woke, éventuellement. Que ça a à voir avec les gens qui sont à l'Académie française, l'orientation politique de l'Académie française, le fait que l'Académie française n'a absolument aucun sens et ne reflète aucune réalité linguistique. Non? D'accord. Pourquoi les vieux croulants, là, qui n'aiment pas dire smartphone parce que c'est un mot anglais, ils disent woke tout à coup? Ah non, mais si l'Académie française le dit, c'est que ce concept est pertinent et légitime. Le fait que ce soit Brigitte Macron qui a fait fuiter à la presse qu'il y aurait Aya Nakamura en espérant que le backlash serait tellement raciste que ça allait la faire désinviter, quand même, est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Que genre vraiment la stratégie des Macron qui voulait pas que Aya Nakamura fasse la cérémonie d'ouverture des JO, c'était en mode vas-y, on va la jeter en pâture à tous les putains de racelards. On a enquêté sur ces pourfendeurs de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris qui l'ont traité de woke. Surprise, parmi ces défenseurs de notre héritage national, on a découvert une association espagnole en lien avec un oligarque russe. C'est ça leur sujet, ça va être encore les Russes. Bon après vous me direz pour l'anti-wokisme c'est logique puisque la Russie se présente comme un bastion civilisationnel, anti-woke, hétéro, blanc, etc. D'accord, ok. Non, il y a une vraie utilisation par Poutine de l'anti-wokisme pour son marketing politique et pour son marketing civilisationnel. Donc ok, why not? Mais on peut parler d'autre chose que des Russes aussi. Enfin je veux dire, ok d'accord, il y a les Russes qui utilisent ça. Ils utilisent beaucoup cette technique de souffler sur les braises. Mais les États-Unis aussi s'il te plaît? Genre Mathieu Bock-Côté,
il est pas russe. Pourtant, c'est un des premiers pourfendeurs du wokisme qui était venu à la télévision française et qu'on a fait toute sa marotte, etc. Ça a été un des importateurs du concept en France. En fait, encore une fois, je dis pas que les Russes n'y sont pour rien. Ce serait débile de dire ça. Mais il y a quand même une tendance sur le service public à tout renvoyer aux Russes et à oublier le reste aussi, tu vois, genre en mode bref. Des 12 tableaux imaginés par le metteur en scène Thomas Joly pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est celui qui a fait couler le plus d'encre. Comme on est à peu près au centre de la passerelle, j'imagine que c'est par là qu'il y avait ce petit signe, tout simple, qui dit ce qu'il veut dire. Oui, mais elle est grosse! Elle est lesbienne! Et il y a des drag queens! C'est honteux! Quand même, quand on y pense, hein, cette cérémonie d'ouverture des JO. Déjà, elle était bien. Déjà, moi, je l'ai kiffé. Désolé, j'ai été Yankee. Je sais, les JO, c'est pas bien, etc. Mais bon, can we have nice things sometimes? Mais genre, c'est vraiment genre, ils ont vu une meuf grosse avec des drag queens. Ils ont pété leur cap. Le parti pris audacieux du directeur artistique n'a pas convaincu tout le monde. Et un mot fédère une partie des critiques. Le tableau woke est politique par excellence. Cette wokisation est juste insupportable. Une femme obèse en Jésus... On va pas refaire le match de la cérémonie d'ouverture, etc. Mais depuis quand Jésus a une couronne d'étoiles? Genre, c'est limite, si tu veux ça, c'est plutôt Marie. C'est plutôt la Vierge. La couleur bleue, les étoiles autour, enfin les étoiles autour de la tête, etc. C'est plutôt Marie. Vous ne connaissez même pas votre propre iconographie chrétienne. Sur le réseau social X, les figures de la droite la plus conservatrice s'indignent. Pour Philippe de Villiers, nous actons le suicide de notre pays devant le monde entier. La France de Macron et du wokisme n'est pas la France. Selon Marion Maréchal, on cherche désespérément la célébration des valeurs du sport et de la beauté de la France au milieu d'une propagande woke aussi grossière. Au lendemain de la cérémonie, 86% des Français la jugent réussie et 80% estiment qu'elle respecte les valeurs de la France. Oui, bah, débat fermé. Pourquoi on va épiloguer, du coup? Ah oui, c'est vrai, parce que les journalistes ne s'informent que sur Twitter et que du coup, pour eux, il y a quand même eu des gens qui ont tweeté. Alors du coup, c'est vraiment que c'est un sujet important, quoi. Ça, c'est aussi l'autre problème, je trouve, de ce tropisme twitteresque des journalistes. Ça fait que aussi, la propagande de l'extrême droite réussit beaucoup plus à les matrixer le cerveau, paradoxalement, que le reste de la population. Et du coup, ils vont en retour essayer de matrixer la population avec la propagande d'extrême droite. Et c'est comme ça qu'ils se font souvent les idiots utiles. Inclure l'ensemble des Français et Françaises dans leur diversité, dans une cérémonie qui s'adresse à chacun et chacune d'entre eux et d'entre elles, qui a créé de l'unité, de la fierté nationale. C'est woke? Je trouve que Thomas Joly, il pose bien la question. Il est en mode, mais attends, mais genre, rappelez que la France est comme elle est, si c'est ça le wokisme, mais dans ce cas, c'est... Vous devriez pas poser la question de c'est qui les woke. Vous devriez poser la question de c'est qui les anti-woke. Qu'est-ce qui les emmerde, quoi? Un terme d'argot afro-américain qui désigne ceux qui sont en éveil face aux discriminations. Aux États-Unis, les woke ont repris le flambeau de la lutte contre le racisme et pour les droits civiques. Les woke ont repris le flambeau de la lutte contre le racisme et pour les droits civiques. Ou alors juste... Les gens qui se battent contre le racisme et pour les droits civiques sont qualifiés de woke. C'est pas genre, il y a un club de gens, ils sont des woke, et ils ont repris le flambeau de la lutte. Genre, ils ont dit, ah, maintenant on fait comme Martin Luther King. T'es en mode, bah non, ça vient de l'américain, de l'afro-américain. Ça date d'il y a très 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 longtemps, hein, même jusqu'aux années 30, on peut retracer le truc. Mais pourtant, ils ont quand même repris le flambeau de la lutte pour les droits civiques. Genre, il n'y a pas une petite contradiction. Genre, la lutte pour les droits civiques et contre le racisme, c'est qui l'a fait à la base? C'est les Afro-Américains. Merci beaucoup. Du coup, pourquoi les woke, le mot qui vient de l'américain afro-américain, auraient repris le flambeau d'un truc auquel il appartenait déjà? Il dénonce les violences policières, le patriarcat et se pose en défenseur des minorités sexuelles. Un combat aux méthodes parfois qualifiées d'excessives, comme le déboulonnage des statues de certains personnages. Lesquels? Parce que désolé, moi, le débat sur les statues, lesquels? Robert Illy? Les gens qui ont fait la guerre des sécessions pour garder leurs esclaves? Parce que ils veulent déboulonner certaines statues, on sait pas pourquoi. Non, lesquels?
Lesquelles de statues? Exactement. Vas-y, on peut lancer le débat. C'est quoi le sens de mettre une statue de gens qui ont participé à la guerre de sécession pour pouvoir garder leurs esclaves, qui ont fait la guerre pour maintenir l'esclavage? Qu'est-ce qu'on doit en faire aujourd'hui? Voilà, parce que oh là là, ils veulent enlever des statues, vraiment, mais c'est pas une question de gardiennage en fait, hein, la politique. Oui, Colbert, qu'est-ce que tu penses du code noir? Genre, vas-y, on va parler de politique. Il faut savoir regarder ce qui vient saper la démocratie et saper la République. Le wokisme est clairement cela. Ces 4 lettres sont désormais utilisées pour brocarder les bien-pensants. Genre, franchement, désolé, mais ça me choque. À aucun moment, les journalistes qui ont écrit ce truc-là ne se sont dit, vas-y, on va peut-être interroger les termes qu'on emploie. Brocarder les bien-pensants? Déjà, le concept de bien-pensance, c'est l'ancêtre du concept de woke, de wokisme. Le concept de bien-pensance, c'est déjà un truc pour dire, oh là là, les gens de gauche, un peu trop de gauche, ça m'énerve. Moi, je préférais quand on pouvait être raciste. Les bien-pensants, le politiquement correct, etc. En fait, ce documentaire est un documentaire anti-woke. À partir du moment où tu n'interroges pas le sens politique des termes que tu emploies, tu peux dire la Russie comme tu veux. Tu peux dire, oh, c'est vrai que parfois ils ont raison quand même, c'est vrai que le racisme c'est pas bien. Bah, navré, mais tu vas juste aller dans le sens de ton sujet. Tu fais crare un truc, oh là là, les woke, la dictature des bien-pensants, point d'interrogation. C'est quoi la bien-pensance? D'où ça vient? Il y a une histoire quand même à ce truc-là. Bref, les journalistes, ça m'énerve. Dans le collimateur des anti-woke, les défenseurs des droits des minorités sexuelles. Vous avez le droit de lire les personnes trans, hein. Ça va pas vous arracher la gueule. Des minorités sexuelles. Hein. Comment la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est-elle devenue un enjeu idéologique? Les organisateurs avaient-ils conscience de créer un spectacle que certains jugeraient woke? Avait-il conscience du crime qu'il s'apprêtait à commettre? Oui, c'était un message politique, oui. C'est pas grave, l'art peut être politique en fait. Le jour de la cérémonie, mon rôle à mes équipes et à moi, c'est de suivre la cérémonie et de faire des points réguliers avec les principaux ressentis, les principaux sujets qui montent sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter. Et c'est là que tu vois à quel point Twitter, c'est quand même ultra efficace comme réseau social. C'est que évidemment, si tu veux suivre les réactions sur Instagram, généralement, c'est pas des trucs qui vont être dans les posts, c'est des trucs qui vont être dans les stories. Du coup, c'est beaucoup plus difficile à monitorer les stories des gens qui parlent de la cérémonie des JO parce que bah tu peux pas faire de recherche de mots-clés dans ces trucs-là, etc. Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué là-dessus, Instagram, de faire de la veille dessus. Alors que sur Twitter, comme c'est un forum vraiment qui est fourre-tout où tu balances tout, bah en fait, finalement, quand tu veux faire de la veille réseaux sociaux, c'est que sur Twitter que tu vas aller, quoi. Mais du coup, ça fait que les effets de panique morale qui arrivent sur Twitter, et c'est pour ça aussi que les journalistes ils ont ce biais Twitter, etc. Parce que c'est plus pratique de faire de la veille sur Twitter, ça c'est totalement vrai, hein. C'est pratique quand t'as pas le temps, quand t'as la flemme, mais du coup ça fait que t'as une vision du monde qui est complètement déformée par la mini-bulle qu'est Twitter, où c'était quoi déjà le pourcentage? C'était même pas 6% ou 7% de la population française qui est sur Twitter, un truc comme ça. Genre c'est rien du tout, quoi. Est-ce que le thème du wokisme ou le mot woke font partie de vos préoccupations en amont? Est-ce que vous vous dites que c'est un sujet qui peut monter? En réalité, oui. On savait qu'on allait être attaqué sur cet axe-là. Pourquoi? Parce que il y avait des indices avant-coureurs. On a eu Aya Nakamura quelques mois avant la cérémonie. Ça, encore une fois. Aya Nakamura au JO, comment l'entourage de Brigitte Macron a tenté d'empêcher sa venue avant de voir le président Macron récupérer son triomphe. Parce que du coup, Macron qui était en mode « Oui, c'est ça la France !» En même temps, il avait tweeté en même temps ce fils de chien. En coulisses, des proches de Brigitte Macron auraient fait fuiter les informations sur la présence de l'artiste pour incarner la France à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 pour mieux torpiller le projet. En gros, Aya Nakamura avait été annoncée à la cérémonie d'ouverture des JO. Du coup, ils ont fait monter la polémique raciste pour faire en sorte de la faire annuler. Ils ont littéralement essayé de cancel Aya Nakamura et après, c'est les woke les cancel. Bref. C'est vous car Aya avait des stories en mode copine avec Brigitte avec cette période. Mais c'est là où tu vois aussi à quel point c'est des putains de connards et des hypocrites. Parce que c'est vraiment en mode regarde Aya Nakamura. Parce que du coup, évidemment, tu te mets en story avec Aya Nakamura parce que Aya Nakamura, c'est quand même une des artistes les plus écoutées en France, l'artiste francophone la plus écoutée au monde. C'est quand même assez énorme, on va dire. Et du coup, évidemment, quand t'es Brigitte Macron, évidemment que t'es obligé de la jouer en mode Anguille, quoi. Ils ont perdu la bataille avant de voir Emmanuel Macron s'approprier le succès planétaire d'Aya Nakamura. C'est l'un des épisodes les plus explosifs des coulisses des Jeux Olympiques de Paris 2024. Selon les révélations du livre L'Empire de Flammarion, certains proches de Brigitte Macron auraient tout fait pour freiner la venue d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture. En cause, la chanteuse, pourtant star francophone la plus écoutée au monde, ne fait pas partie du cercle culturel
inconvenable du pouvoir. Rappelle quand Macron il disait « Oh, j'aurais préféré Sardou ». Les réseaux de Brigitte Macron et d'Hélène Mercier-Arnaud dans l'ombre. Bernard Arnault et tout, LVMH, qui était sponsor des JO et de la cérémonie. Alors que LVMH, je crois ils ont Dior, il me semble qu'Aya Nakamura elle est égérie de Dior, je crois, enfin elle est égérie de LVMH. T'imagines, t'es Aya Nakamura, t'es une femme noire, t'es la chanteuse française la plus écoutée au monde, t'es littéralement le rayonnement de la culture française à l'international, t'es reconnaissable, etc. T'es égérie de maisons de couture, etc. T'es au premier rang des défilés de mode, mais tous les gens qui tiennent la thune qui t'emploient, qui tiennent la thune de ta maison de disques, qui tiennent la thune des maisons de mode, qui tiennent le pouvoir de la France te détestent et font tout pour que, et ont le seum que tu sois là. Genre franchement, et lancent des polémiques racistes à ton encontre pour espérer ne plus avoir à... En fait, ils t'utilisent d'une main et ils te jettent sous le bus de l'autre. Depuis les débuts de la préparation de la cérémonie, le clan présidentiel et le monde du luxe ont largement pesé sur les choix artistiques. Autour de Brigitte Macron, les conseils d'Hélène Mercier-Arnaud, épouse du patron de LVMH, et les recommandations du géant du spectacle Live Nation, partenaire du comité d'organisation, orientent la programmation. Le nom de Gims, proche d'Hélène Mercier-Arnaud et apprécié de la première dame, circule un temps avec insistance. Mais l'équipe artistique dirigée par Thomas Joly refuse l'idée d'un show calibré. Elle veut marquer les esprits avec une figure féminine, populaire et internationale. Aya Nakamura s'impose alors, une artiste moderne, libre et francophone, symbole d'une France métissée. Et simplement symbole juste de la France. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde. Cette immixtion suscite une gêne palpable, rapporte l'Empire sous la plume très informée de Paul Deutschmann, Simon Piel et Joanne Tillwin. Certains proches de Brigitte Macron voient dans cette proposition une erreur stratégique. Une chanteuse trop clivante. Genre la chanteuse la plus mainstream, trop clivante. C'est le principe d'être mainstream, c'est que t'es pas clivante. Trop clivante, pas assez institutionnelle et surtout éloignée des cercles traditionnels du pouvoir français. C'est ça donc globalement une femme noire qui fait de la musique urbaine envers qui les gens sont trop racistes pour s'y intéresser. Les feats qui ont attisé la polémique. Alors que la décision se précise, des feats organisés depuis l'aile Madame de l'Élysée, où travaillent certains conseillers de la Première Dame, les mêmes qui ont inspiré la dissolution de juin 2024 selon Le Monde, parviennent dans la presse. Ah ben génial, putain, ben c'est la meilleure aile de l'Élysée en tout cas. Hein. Quelques mots suffisent à enflammer le débat. Aya Nakamura chantera Edith Piaf. L'extrême droite s'empare immédiatement du sujet. Éric Zemmour, Marion Maréchal, Marine Le Pen dénoncent un affront à l'identité française. Le débat dérape, s'hystérise, fracturant une fois encore la société. Dans les médias, toute la sphère Bolloré s'empare du sujet et la fachosphère se déchaîne. Ironie du sort, ces fuites destinées à faire capoter le projet n'ont fait que le rendre inévitable. Pour l'Élysée, reculer aurait été céder à la pression politique. Bah oui, hein, parce que l'angoisse de l'Élysée, c'est de pas paraître faible, alors du coup ils sont en mode ah zut, on va pas céder à la pression non plus, du coup, c'est parce que sinon ça montre qu'on est faible. Aya Nakamura chantera bel et bien Jaja et formidable lors de la cérémonie du 26 juillet 2021. Et c'est marrant parce qu'ils ont dit oh là là, c'est terrible, elle va chanter Edith Piaf. Déjà, banger si elle chantait Edith Piaf, et en plus au final elle a chanté Aznavour. Bref, une victoire éclatante et un retournement présidentiel. Ce soir-là, sous une fine pluie d'été, Aya Nakamura triomphe. Entourée de danseuses et accompagnée de la garde républicaine, elle offre un moment de puissance symbolique rare, mêlant rap, chanson française et fierté populaire. Avec ce couplet bien senti de la chanteuse, je ferais mieux de choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Oui, c'est le couplet d'Aznavour, mais oui, c'est vrai que c'est le placement symbolique, oui. Avec 31,4 millions de téléspectateurs, c'est la meilleure audience de l'histoire de la télévision française. Et celui qui doutait du choix, Emmanuel Macron lui-même, s'empresse de tirer profit. Quelques heures plus tard, le président poste sur X une photo de la chanteuse accompagnée de sa formule fétiche « En même temps, fils de chien ». Une ère très politique de récupérer un succès qu'il n'avait pas vu venir et surtout qu'il a tout fait pour essayer d'empêcher. Genre c'est pas juste « Oh là là, il a récupéré un succès qu'il n'avait pas vu venir », c'est qu'il était contre ça. Il a récupéré un truc qu'il a essayé de faire... Genre c'est une dinguerie quand même. Ils ont créé de toutes pièces la condition de possibilité d'une polémique raciste contre Aya Nakamura pour la faire annuler. Ils ont fait en sorte que les autres disent des trucs racistes pour arriver à leur fin à eux qui étaient aussi racistes. Brigitte Macron, conquise par la prestation menteuse, garde le contact avec la chanteuse. Des messages amicaux s'échangent et Aya Nakamura est invitée quelques mois plus tard à participer à l'opération Pièce jaune 2025. Celle qui a été vilipendée par une partie du pays devient, aux yeux du couple présidentiel, le visage d'une France vivante et plurielle, capable de conjuguer héritage et modernité. Tout dans cette affaire, mais pue la merde. Alors bien évidemment que la question du journaliste en mode « Oh, vous vous en doutiez est-ce que vous aviez des indices comme quoi les gens allaient dire que la cérémonie était woke ?» Bah oui, t'inquiète que le couple présidentiel s'est bien assuré d'en créer les conditions. Pour protester contre la présence de la chanteuse d'origine malienne à la cérémonie, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Bref. Des militants identitaires posent sur les quais de Seine avec cette banderole à caractère raciste. Grâce à une fuite qui vient de Brigitte Macron. Rappelle, d'où ça vient. Bon après, quoi qu'il arrive, l'extrême droite aurait fait son beurre là-dessus, mais bon. Corentin Le Gall dispose d'un outil pour surveiller la tonalité des tweets. Les messages positifs, ici en vert,
et négatif, en rouge. Les commentaires sont positifs, jusqu'à un premier tableau qui revisite la Révolution française. Les commentaires sur le wokisme ont commencé dès Gojira. Oui, parce que maintenant on essaie de nous faire croire que oui, le wokisme c'était que les drag queens, vous inquiétez pas, c'est ça le truc. Mais rappel, ça a commencé à Gojira, hein. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu un marivaudage, il y a eu littéralement un plan A3 dans la cérémonie d'ouverture des JO. Allô? Genre, tu sais, il y a un truc, tu sais, parce que ça aussi, ça m'énerve. C'est que, genre, l'entièreté du truc, maintenant, aujourd'hui, on a l'impression, le wokisme de la cérémonie d'ouverture des JO, c'est juste le tableau festif. Non, 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 ça a été toute la cérémonie d'ouverture. Et genre, tu sais, t'as presque l'impression que, ah, c'est vrai, Gojira, ce serait un petit peu abusé de dire que c'est du wokisme parce que ça reste la Révolution française. Ah, et puis c'est vrai qu'après tout, Aya Nakamura, bon, le président, il a décidé qu'au final, il aimait bien. Du coup, on peut pas trop dire ça, même si on continue à en parler. Oh, le marivaudage, on fait comme si ça avait pas existé, en fait. Tout simplement, on fait comme si ça avait pas existé, qu'il y avait un putain de plan A3 dans la cérémonie d'ouverture des JO, bref. Mais du coup, qui on peut continuer de jeter sous le bus? Qui on peut continuer de dire que c'est vrai que c'était peut-être insensitive, peut-être que c'était un petit peu insultant et que ça a été peut-être mal vécu par des gens? Ah, ben c'est ça le truc de drag queen, bien sûr. En fait, c'est ça aussi qui m'énerve, c'est que, in fine, dans la hiérarchie de sur qui on est le plus d'accord pour taper, bah qu'est-ce qui reste? Il reste les drag queens, il reste les queers. Et on est en mode, ah, eux, on peut continuer de dire que quand même c'était une dinguerie et qu'en fait c'était que eux le problème, quoi. Les autres, on peut faire semblant qu'on s'est pas offusqué, quoi. Bref. Là où ce qui va se déclencher un peu de réaction, c'est la prestation d'Aya Nakamura. C'est à ce moment-là que le sentiment négatif commence à prendre un peu plus d'ampleur. Mais les choses s'emballent réellement à 22h, avec le tableau festivité, le défilé sur la passerelle. Le débat sur le wokisme prend de l'ampleur. La séquence défilé fait réagir très négativement les sphères conservatrices. Et vous allez bien vous faire foutre, ouais, vous allez bien vous faire foutre. Et on s'en bat les couilles des sphères conservatrices. Et c'est ok, et c'est tant mieux. Franchement, moi, je me serais inquiété si les conservateurs s'étaient pas offusqués par ça, hein. Genre, ça aurait été la preuve que la subversion était loupée, hein. La fin de la soirée, l'arrivée de la flamme aux Tuileries et la prestation de Céline Dion permettent aux organisateurs de souffler. 358 000 messages saluent le spectacle. 210 000 le critiquent. Attends, c'est tout? 500 000 messages, c'est tout. Désolé, hein, mais y a pas de quoi en faire un fromage, hein. Genre, franchement, oui, ça doit être qu'en France, I guess. Nelson Montfort a couvert les JO. Il fait partie de ceux qui n'ont pas tout apprécié dans la cérémonie. En particulier la prestation de la chanteuse Aya Nakamura. Moi, j'apprécie pas comment tu parles des patineuses. Et alors, je vais pas à la télé pour te le dire, sale merde. Aya Nakamura, qui sort de l'Académie française, déjà, il y a quelque chose qui cloche. Et après, bien sûr, les gardes... c'est le but. Ça s'appelle un pied de nez. Pied de nez qui joue sur l'ironie, justement, d'une femme qui utilise l'argot, le créole, le franglais, qui, justement, envoie valser les conventions. Républicain qui quelque part, qui se ridiculise. Je ne pense pas que c'était indispensable. Qui se ridiculise. En plus, moi, ce qui me fume, c'est que tu avais les interviews des gens de la garde républicaine, qui sont, by the way, c'est l'orchestre de la garde républicaine. Genre, c'est ok, ils ont un statut de militaire et tout, mais genre, c'est des icônes en uniforme. J'ai connu quelqu'un, ce baron était là-dedans, genre. C'est des icônes en uniforme. Et genre, tu vois les interviews, notamment des plus jeunes, mais aussi les plus âgés qui sont en mode « Oh, trop cool, etc. » Genre, c'est génial. Oh, Aya Nakamura, c'est super. Oh là là, je suis trop fan et tout. Genre, ils étaient trop heureux. Tu les vois, il y avait un reportage sur la préparation de la séquence Aya Nakamura. Ils étaient aux anges. Ils étaient en mode « Ah, c'est trop bien. » Et puis, on adore faire ce genre de truc, un petit peu de mélange. T'avais les plus jeunes qui étaient ultra fans d'Aya Nakamura. Genre, c'est vraiment... Genre, comment ça, ils se sont ridiculisés? Genre, non, ils se sont pas ridiculisés. Ils étaient très consentants, t'inquiète pas, ils étaient très contents, hein. Julien Oudoul, député du Rassemblement national, a lui donné son avis. Quelle honte! Aya Nakamura, il n'y a pas moyen. L'ouverture des Jeux Olympiques est un... Il n'y a pas moyen, donc bien évidemment, ref, il n'y a pas moyen, Jaja, mais on va pas me faire croire que c'est pas aussi une ref à la banderole, il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est pas le marché de Bamako, quand même. C'est quand même un petit hasard, éventuellement. S'il reprend le truc qu'il avait écrit sur la banderole des identitaires racistes, qui était sur Frontières. Aya Nakamura, en fait, c'est le mépris de notre identité. C'est l'abaissement culturel et le fait de la mettre en scène avec ce qui constitue l'un des piliers de la France, en tout cas de sa représentation, la garde républicaine. Mais casse-toi si t'aimes pas la France! Et puis de toute façon, la garde républicaine, elle sert quoi? Elle sert à quoi à part se balader tous les jeudis pour aller crotter partout dans les rues de Paris? La garde républicaine, il passait derrière mon lycée, il passait rue du Petit-Musc à chaque fois. On entendait les petits chevaux, c'était génial, etc. Mais tu sortais du lycée, il y avait du crottin partout, hein. Donc, bref, il venait même pas ramasser derrière. Le choix d'Aya Nakamura n'est pas un choix purement artistique, c'est un choix politique. Immense raciste, hein. C'est là que tu vois que t'as beau être Aya Nakamura. Tu sais, parfois, on dit, ah, quand même, le racisme, quand t'as de la thune, ça t'atteint moins, etc. Non, t'as beau être Aya fucking Nakamura. Tu vis le racisme littéralement comme tout le monde, quoi. Genre, c'est globalement, la classe sociale te protège pas du racisme, hein.
Être noir, ça retourne un choix politique. Oui, c'est la dinguerie. Hein. Oh là là, c'est quand même politique d'avoir des noirs. Après, moi, je suis d'accord que c'est très politique d'avoir Aya Nakamura. Particulièrement parce que ça te pousse à t'interroger sur le sens de l'identité française, de l'histoire de France, de pourquoi il y a des noirs et des arabes en France. Peut-être que l'histoire de la France, ça a été aussi d'aller foutre des blancs, là où globalement les Africains ne voulaient pas particulièrement être colonisés par nous. Mais on leur a pas trop demandé leur avis. Alors c'est vrai que moi, non mais c'est vrai que c'est très très politique d'être noir. Surtout pour les gens qui considèrent que la colonisation c'était pas bien, n'est-ce pas Julien Audoul? Sauf que toi la colonisation t'étais plutôt pour. C'est vrai que les JO ça a jamais été politique. Non mais oui déjà de base les JO c'est politique en fait. Mais bref. Mais en fait c'est que genre ok c'est politique. En fait moi ça veut rien dire. Ah c'est très politique de mettre. Oui alors ça veut dire quoi c'est politique? Tout est politique. Ok d'accord. Bon ok c'est politique comment? En fait leur sous-entendu c'est pas de dire que c'est politique mais c'est de sous-entendre que c'est pas que c'est politique. C'est hostile, c'est que c'est contre toi. Parce qu'encore une fois, moi c'est ce que je vous dis toujours, le propre du pouvoir politique, c'est de délimiter l'espace du politique et l'espace du non politique. C'est tout le sens qu'a le concept de fenêtre d'Overton. C'est qu'en gros, ce qui est considéré comme hors de la politique est considéré comme dans le champ de la norme et donc dans le champ finalement de la violence du pouvoir. Et ce qui est désigné comme politique, c'est ce qui est dans l'ordre du débat, du dissensus. Et donc, en fait, la politique, c'est le dissensus. La politique, c'est le désaccord. Et quand on dit quelque chose est politique, c'est pas que juste c'est politique, parce qu'en fond, tout est politique. Hein, même la norme, même les trucs les plus évidents sont politiques. Mais en fait, dès qu'on désigne ça, c'est qu'en fait, on les place à l'extérieur du champ de la normalité et donc à l'extérieur du champ de l'acceptable. C'est pour ça, la fenêtre d'Overton, c'est ça, hein, le concept de fenêtre d'Overton, c'est qu'en gros, ça désigne un déplacement du champ de ce qu'on considère comme acceptable en politique. Et donc, en gros, quand on parle de la droitisation, du déplacement de la fenêtre d'Overton vers la droite, c'est qu'on considère que ce qui était auparavant considéré comme à l'extérieur du champ de l'acceptable, progressivement, la fenêtre le fait rentrer dans le champ de l'acceptable. Et c'est comme ça que sur CNews, vous avez des gens qui balancent des trucs racistes à longueur de journée parce que c'est le passage, justement, de l'inacceptable dans le champ de l'acceptable. Mais du coup, ça fait que ce qui était avant évident comme étant de l'ordre des droits de l'homme, de la diversité, de la politique normale, de que le racisme, c'est pas bien, se déplace dans le champ de l'inacceptable. Et du coup, maintenant, on peut dire que c'est woke, alors que juste, frère, Aya Nakamura, elle existe, elle est française, genre, point barre. Tout ce qui est pas blanc est politique, selon moi, bien sûr. L'autre moment qui a beaucoup fait réagir, c'est cette image. Certains chrétiens l'interprètent comme une parodie de la Seine, le célèbre tableau de Léonard de Vinci, qui représente le dernier repas du Christ. L'Église catholique française décide de prendre la parole. Beaucoup me disent qu'ils ont un droit au blasphème. Pourquoi pas dans un cadre de théâtre, dans un cadre d'un spectacle habituel. En tout cas, moi, je me suis senti profondément blessé quand j'ai vu... Le droit au blasphème... Ça n'a aucun sens. Si tu ne crois pas en Dieu, le blasphème n'a aucun sens pour toi. Le blasphème, c'est un anathème interne à la religion. C'est que du coup, si pour toi ça a du sens, dans ce cas, le blasphème, c'est quelque chose qu'il doit te faire... En gros, si on t'accuse de blasphémer, c'est quelque chose où tu dois te remettre en question parce que tu es censé y croire. Si tu n'y crois pas, il n'y a pas de blasphème par définition. Le droit au blasphème, ça n'existe pas. Comment tu blasphèmes quelque chose auquel tu ne crois pas? Ce n'est pas possible, en fait. Le sens du blasphème, en tant que mot ayant une valeur émotionnelle, politique, etc., c'est si ça a de la valeur pour toi. Si ça n'a pas de valeur pour toi, tu t'en bats les couilles. Je revendique le droit de ne pas être d'accord. J'ai pas été d'accord avec le fait de blesser. Ah, mais tu as le droit de ne pas être d'accord. Dans ton coin, tout seul. Parce qu'on est dans le cadre de l'olympisme. Les accusations de blasphème viennent du monde entier. Je suis très ouvert d'esprit, mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est une honte. De son côté, Thomas Joly se défend de toute référence religieuse. Il affirme s'être inspiré d'une scène mythologique, le festin des dieux, et des tableaux qui le représentent. Si Thomas Joly se défend de tout militantisme dans sa cérémonie... Là, Thomas Joly, il s'est pas défendu de tout militantisme. Il a dit que c'était pas la scène. Il a dit que ce n'était pas le dernier repas du Christ. Ça veut pas dire que c'était pas militant. Thomas Joly, quand il parle de la cérémonie, il parle de montrer la diversité de la France dans toute sa splendeur, etc. Ça, pour les anti-woke, c'est militant. Et je pense qu'il y a un côté aussi militant de montrer une vision de l'art qui est diverse, qui inclut beaucoup de formes, etc. Genre, il s'est pas défendu de tout militantisme. Il y a un aspect militant, on va dire engagé. Il y a un aspect engagé dans cette cérémonie d'ouverture. Thomas Joly, il s'en est jamais caché. C'est pas ça le truc. Là, vous êtes en train de lui faire dire ce qu'il a pas dit, là. Ça, c'est vraiment, bref, complément d'enquête. Hein. Bref. Pour certains artistes, en revanche, cette exposition a été l'occasion de rendre visible leur combat. Parmi eux, Nicky Doll, animatrice d'une émission sur France Télévisions. Animatrice d'une émission, laquelle? Animatrice d'une émission sur France Télé. Elle est suivie par plus d'1,5 million de personnes sur Instagram.
une figure du mouvement LGBT qui défend les droits des minorités sexuelles. Le jour de notre tournage, Nicky Doll participe à une autre cérémonie d'ouverture, celle des Eurogames. Plusieurs jours de compétition sportive dédiée à la communauté LGBT. Attends, on est d'accord, c'est les Gay Games, c'est pas les Eurogames. C'est Eurogames, ok d'accord, ok, c'est Eurogames, ok. Ah, parce que les Gay Games c'est international et Euro c'est juste européen, ok. Eurogames c'est Gay Games, un an sur des. Ok, donc quand c'est pas les Gay Games c'est les Eurogames et quand c'est pas les Eurogames c'est les. Ok. Je connais pas assez leur. Nicky Doll vit aux États-Unis depuis 10 ans. Un pays où le président Trump a fait de l'anti-wokisme le cœur de son programme politique. Oui, Nous il y a avons encore mis des feux, fin donc à ça la va. tyrannie des politiques dites de diversité, d'équité et d'inclusion dans l'ensemble du gouvernement fédéral et même dans le secteur privé. Alors, et j'espère qu'à ce moment-là, la voix off du documentaire va expliquer que lorsque Trump parle de mettre fin aux politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, ça veut dire virer les Noirs. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait virer. Des Noirs, des femmes, des Asiates aussi, des personnes trans. Ça veut dire mettre au chômage les minorités. Ça veut dire leur priver de leur travail. J'imagine que la voix off va nous expliquer cela, puisque en tant que journaliste, son rôle est de nous expliquer le sens concret et politique qu'il y a derrière parfois les mots et la rhétorique politique. Donc j'imagine que la voix off va nous expliquer concrètement ce que ça veut dire. Que c'est pas juste une question de woke, anti-woke, etc. Que c'est une question en fait des droits humains fondamentaux qu'on s'était normalement tous d'accord de dire que oh, c'est vrai que le racisme c'est pas bien. Je sais pas, peut-être éventuellement. Hors de la scène, Nicky Doll s'appelle Carl Sanchez. Il se revendique woke, mais surtout queer. Il refuse d'être assigné à un genre, homme ou femme. Du coup, on va dire il. Non, mais Bref. Et surtout le truc, il se revendique woke, mais surtout queer. Bah oui, parce que woke, c'est pas un truc. Woke, c'est le retournement du stigmate de oh là là, t'es woke, c'est pas bien, etc. Mais c'est surtout que t'es queer, quoi. Genre, c'est tout. Le drag, pour vous, c'est politique. En étant artiste queer, je peux pas me permettre de ne pas être politique parce que j'ai quand même des droits à défendre. Et à partir du moment où moi-même je me rends compte qu'au quotidien c'est un danger d'être qui je suis ou que mes droits peuvent être bafoués du jour au lendemain, ben, je vais être un peu plus à l'écoute des droits que d'autres minorités essaient d'avoir. Et on a la chance d'avoir un micro, donc c'est notre rôle aussi d'être porte-parole de messages soit de paix ou alors de revendications. Et en plus ça va, Nicky Doll, c'est pas la plus militante non plus. Enfin ça va. En plus moi ça me tabasse, c'est que vraiment ce documentaire fait parce que Nicky Doll était là et que c'est Drag Race, etc. Mais fait de Nicky Doll la militante absolue, etc. Et était en mode ouais, mais c'est pas non plus la fin. Ça reste la plus chill et la plus mainstream de la communauté aussi, tu vois. Et tant mieux parce qu'il faut ça pour porter les épaules d'une franchise comme Drag Race quand t'es entre World of Wonder, donc la boîte de prod de RuPaul, et France TV. Oui, mieux vaut avoir une Nicky Doll que ok, mais du coup ça fait que des Kiddy Smile ne restent pas très longtemps aussi. Tu vois. Les messages reçus après la cérémonie des JO dépassent tout ce qu'il a connu. Et j'avais jamais reçu une vague de haine aussi forte. Tu sentais que ces personnes-là s'étaient senties attaquées et du coup ils contre-attaquaient. Le directeur artistique, Thomas Joly, est lui aussi ciblé par une vague de cyberharcèlement. Sale fils de p***, tu détruis notre identité, sale p***. Assez d'être respectez rien ni personne. Pourquoi vous bipez pute et pas travail? Soit tu bipes tout, soit tu bipes rien. Mais c'est intéressant comme choix de bipage. Intéressant. Non, mais parce que ça montre que, ouais, ils sont féministes, mais les trans, Ce sera un grand plaisir de finir en prison pour t'avoir piétiné la tronche. Sac à Dieu ne t'oubliera pas. Corde plus coup égale réparation de ton acte immonde. Là, c'est pareil. En fait, moi, franchement, le bipage, je déteste ça. En quoi foutre est moins écoutable que corde plus coup égale réparation de ton acte immonde? En quoi pute est plus grave que travaux? En quoi ce sera un grand plaisir de finir en prison pour t'avoir piétiné la tronche? C'est moins grave que sac à foutre. Genre en fait, moi c'est ça qui m'énerve avec le bipage, c'est que ça donne aussi une espèce de hiérarchie morale dans les insultes et ça cantonne les insultes à des simples mots et que du coup, presque en l'absence du mot, c'est bon, l'insulte n'existe pas. Bon, évidemment, on sait très bien que l'insulte existe en l'absence du mot et c'est pour ça qu'ils montrent tous les trucs, mais ça montre une espèce de hiérarchie en mode. Et en plus, si tu utilises le mot, c'est pire. Alors que genre désolé, mais c'est d'autant plus. Enfin, je trouve franchement sac à foutre
moins grave que finir en prison pour t'avoir piétiné la tronche. Genre, parce qu'il y a des gosses qui regardent aussi, ouais, mais les gosses, ils voient finir en prison pour t'avoir piétiné la tronche. Et ils savent aussi bien ce que ça veut dire que ça qu'à foutre. Ça doit être pour leur com. Non mais, je sais pourquoi dans le documentaire, ils bipent ça. Je suis contre le principe de biper, c'est tout. J'estime que le bip en soi est une pratique qui déforme énormément les réalités quand on parle de violence, quand on parle de harcèlement, etc. quoi. Thomas Joly porte plainte. Les policiers parviennent à identifier 7 auteurs présumés, interpellés 3 mois après la cérémonie. Ils comparaissent en mars dernier devant le tribunal correctionnel pour menaces de mort, cyberharcèlement et injures aggravées. Les prévenus, 6 hommes et une femme, sont âgés de 22 à 79 ans. Parmi eux, un ancien candidat aux législatives, suppléant sur une liste du parti d'Éric Zemmour, Reconquête. C'est lui qui a traité Thomas Joly de sac à J'imagine qu'ils vont mettre en évidence le rapport entre l'extrême droite et que lorsqu'on parle de wokisme, c'est simplement un nouveau mot pour déplacer finalement les revendications homophobes, racistes, anti-égalité, au sens large du terme, de l'extrême droite. Et qu'en fait, c'est finalement un mot de plus de l'extrême droite pour faire valoir une vision du monde suprémaciste, hétéronormée et violente envers les minorités. J'imagine qu'ils vont tirer des conclusions politiques sur le fait que finalement, peut-être que le mot wokisme n'est pas si intéressant que ça. Et que ce qui est le plus intéressant, c'est la montée de l'extrême droite. L'offensive anti-woke ne s'est pas arrêtée à ces attaques individuelles. Un groupe de pression s'est aussi engouffré dans la polémique. Lundi 5 août 2024, à Paris, les policiers mettent un terme à la virée de ce bus. Il affiche un slogan choc. Arrêtez les attaques contre les chrétiens. Nous avons retrouvé celle qui a organisé l'opération du bus. Elle était parmi les manifestants arrêtés par la police à Paris. Ouais, la chrétienne du bus. Alors écoutons la chrétienne folle du bus là. Pour ce documentaire sur le wokisme, on a interviewé tous les anti-woke et on leur a demandé à quel point les pays c'était dégueulasse. On n'a surtout pas parlé de l'extrême droite, hein. On n'a surtout pas parlé de la logique politique générale, etc. Parce que bon, ça ce serait dommage quoi. Vous pensez que c'est à la hauteur de la France, ça? Franchement. Il ne chante même pas bien. Oui, c'est Philippe Catherine. C'est son style de... Ça représente la France. Des drag queens, des gens à moitié nus. C'est ça la France? Non, c'est pas ça la France. C'est pas ça. C'est vraiment, on est dans la décadence. C'est vraiment, et encore une fois, hein, moi j'arrête pas de le dire, mais on voit vraiment le langage de la manif pour tous qui transparaît dans tous ces trucs. Hein. C'est vous dire à quel point il y a une continuité dans les fameux discours anti-woke. C'est la décadence, hein. Genre, désolé, mais c'est vraiment cette meuf, quoi. Enfin, en version provinciale, du coup, I guess. Mais genre, on voit vraiment à quel point il y a un continuum qui n'est pas interrogé. Woke, c'est juste le nouveau mot pour marketer le vieux combat millénaire contre la République et contre l'universalité des droits, c'est tout. Contre l'égalité, contre... Enfin, c'est désolé, mais au début du XXe siècle, elle aurait été anti-républicaine, monarchiste. On met en scène une minorité qui se sont d'ailleurs toujours attaqués, des transgenres, des gens nus. Une minorité qui se sont attaqués, les gens nus. Tu sais que si tu enlèves tes vêtements, tu es nu. Tu n'es pas une minorité. Les gens nus, la fameuse minorité. Ok, d'accord. Pour fermer la bouche aux citoyens, en fait, à monsieur et madame tout le monde. Et ça, c'est ça qui est fascinant aussi, c'est le narcissisme qu'il y a chez ces gens-là. Hein. Et en fait, c'est parce que c'est le fond du message, c'est le narcissisme, en fait. Tout leur discours, c'est montrer des gens qu'on n'aime pas, c'est une attaque directe contre nous. Non, it's not about you, en fait. Sauf que c'est des gens qui ont besoin de sentir qu'ils restent les personnages principaux de la France. C'est comme quand t'as un petit frère ou une petite sœur qui arrive dans la famille et du coup tu te sens délaissé parce que tout à coup t'as l'impression que tes parents ils préfèrent ton petit frère ou ta petite sœur. Non, c'est un nourrisson, il a besoin de plus d'attention. Ok, c'est dur à vivre, etc. Tu te sens un petit peu mis de côté, mais it's not about you en fait. Alors parfois, en effet, les parents ils vont un peu privilégier un des deux enfants sur les autres. Et ça, c'est un problème. Mais genre tu sais, c'est vraiment le truc de il ne peut y avoir que moi dans cette fratrie. Il ne peut y avoir que moi en France. Et finalement, en fait, ils revendiquent encore une fois le privilège d'être les seuls à avoir le droit de
de s'exprimer. En fait, ils revendiquent d'appartenir à une aristocratie de droit naturel, quoi. Ouais, et aussi, comme tu dis, éternelle, la logique de pénurie. Comme si la France n'était pas assez grande pour tout le monde. Sauf que, bah, évidemment, si t'es de droite et que tu considères déjà qu'il faut faire des politiques d'austérité parce que la France peut pas accueillir tout le monde et que économiquement, de toute façon, déjà, il y a une logique de pénurie, etc. En fait, ils appliquent cette logique de pénurie économique à l'entièreté de la France et à l'identité. L'identité aussi est prise dans la logique de pénurie parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde de l'identité. Faut savoir que si. Mais en fait, à partir du moment où ils intègrent ça, bah, dans ce cas, bah, ça devient une guerre suprémaciste de qui va avoir le droit exclusif au capital, qui va avoir le droit exclusif à la ressource. Comment est-ce que vous situez politiquement l'association? Ben, on n'est pas des gens d'extrême droite, on est des gens conservateurs. Il y a quand même une nuance. On n'est pas d'extrême droite, on est conservateur. Mais si, ça c'est aussi la fragilité des droitards. De dire, ah non mais on n'est pas d'extrême droite en fait. Nuance, hein. Nuance, attention. Hein. Non, on n'est pas des méchants, on est des gentils. Mais tout de suite, voilà, il va y avoir des étiquettes si on ne pense pas comme la norme. Anti-trans, l'organisation est aussi anti-IVG. Elle mène des campagnes dans le monde entier. Et ça, c'était après la manif pour tous, moi je me rappelle. Je crois que quasiment personne n'avait Kala à l'époque parce qu'on était épuisé des débats sur les ABCD de l'égalité, etc. Mais après le mariage pour tous, et ce bus-là, ou un bus assez similaire, je le sais parce que je l'ai vu. J'étais à Bastille, c'était là où il y avait mon lycée. Je vais à Bastille, je voyais un bus comme ça, orange, etc. En mode XXXY, la biologie, machin truc, les enfants, gna 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 et tout. Après la manif pour tous, t'as ce bus qui a sillonné aussi les rues de Paris, etc. Quoi. C'est vraiment le continuum, quoi. C'était vraiment, on rappelle, hein, un des slogans de la manif pour tous, c'était touche pas à mes stéréotypes de genre. Hein. Les garçons sont des garçons et le resteront. Les femmes n'ont pas de pénis. Stop à l'avortement maintenant. Ces actions coup de poing sont accompagnées d'appels aux dons. Oui, parce que t'inquiète qu'ils sont bien financés par des milliardaires, mais quand même, aussi c'est un cash grab le truc, hein. C'est un truc juste... Ils font de la thune à balle, quoi. Le fondateur de Citizen Go a accepté de nous rencontrer dans ses bureaux à Madrid. Ignacio Arzuaga est avocat. Il a fondé Citizen Go en 2013. Son association compte aujourd'hui une vingtaine de salariés en Espagne. Est-ce que quelqu'un tient le compteur de fachos interviewés? Bah alors, on a Julien Audoul, 2 mecs qui ont envoyé des menaces de mort à Thomas Joly, la meuf de Citizen Go. Pour l'instant, on est à 4, non, je crois. Bah du coup, 5 avec ce mec-là. Ah oui, Nelson Montfort aussi. Et les militants de gauche, on va dire dans un sens large, bah Nick Idol et Thomas Joly. Je pense que le mec de la communication des JO, ça compte pas parce que il est plus en mode technicien neutre. Mais ouais. Il y a 3 ans, Citizen Go a ouvert ce centre anti-IVG dans Madrid. Il affiche clairement ses convictions. Avorte de tes peurs, pas de ton fils. Le génocide silencieux. Ouais. Et donc ça, rappelle que le documentaire s'appelle Woke, la dictature des bien-pensants, point d'interrogation. Du coup Citizen Go est loin d'être la seule association à se battre contre le wokisme et les libertés sexuelles en Europe. À Bruxelles, un réseau de 500 parlementaires de gauche et du centre droit observe le phénomène avec inquiétude. Ce jour-là, ils présentent leur dernier rapport. Parmi les 275 organisations recensées, notamment 2 françaises, considérées comme très conservatrices, la Fondation Pro-Vie Jérôme Lejeune et le Fonds du Bien Commun. Pierre-Édouard Sterrin. Avec ses 4 millions d'euros de budget annuel, Citizen Go est l'un des acteurs les plus importants. Du coup, il est basé en sneaky un peu. On voit les woke qui font des trucs peinards et les anti qui hurlent à la censure alors qu'on leur a pas touché un cheveu. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas... Comment dire ? Encore une fois, à aucun moment, le mot de woke est interrogé. À aucun moment... En fait, c'est-à-dire qu'on voit, oui, les woke, en fait, ça va, c'est pas un problème. Ils sont gentils tout plein. Mais ça va pas vraiment aller dans pourquoi le mot woke, tu vois, l'aspect vraiment continuum. Oui, le lien, il est difficilement fait, quoi. Je trouve que c'est encore une fois un complément d'enquête et leur obsession de la neutralité qui fait que du coup, bah, tu donnes beaucoup plus la parole. Ouais, un peu, ouais, c'est ça, dissertation 0 sur 20, c'est ça. Après, je suis d'accord que le documentaire, ça se voit qu'il est fait par des gens qui sont en mode non, mais quand même, la diversité, c'est bien. Et qui sont plutôt un peu d'accord avec ce que va dire une Nick Idol, un truc comme ça. Bon, ça reste le service public, tu vois. Mais sauf que, bah, je pense qu'ils se font un peu trop avoir par l'idée de neutralité pour vraiment aller à l'encontre du discours anti-woke, quoi. L'auteur principal de l'étude, Neil Data, suit cette association. Auparavant, ils utilisaient idéologie du genre.
Donc ils s'en ont servi et puis ils ont bien épuisé cette notion d'idéologie du genre. Merci. Ça ne sert plus à grand-chose maintenant, les gens s'en lassent. Donc ils ont réinventé, pas juste Citizen Go, c'est tout l'ensemble de cette extrême droite, la notion de woke, qui ne veut rien dire, mais en même temps on comprend ce que ça veut dire. Putain, 30 minutes de documentaire et on a enfin l'origin story de pourquoi il commence à dire woke. C'est vraiment genre 30 minutes de docu quand même. 30 minutes. Putain, fallait s'accrocher. Une fuite de documents internes révèle les liens de Citizen Go avec l'un des principaux idéologues du régime de Vladimir Poutine, Konstantin Malofeyev. Ça m'énerve. En fait, c'est que oui, ok, il y a les Russes. Et c'est vrai que les Russes ont une importance financière importante, etc. Mais depuis tout à l'heure, tu parles de woke, il y a un mot anglais. Tu veux pas aller du côté des États-Unis? Ah si, ouais, il y a eu vite fait Trump. Trump, il a dit oh là là, le DEI, c'est fini. Après, tu vois, c'est pas pour dire que les Russes, ils ont rien à voir là-dedans. Oui, les Russes, c'est leur strat, tu vois, genre bien évidemment. Et en gros, globalement, on est pris entre le marteau et l'enclume de Trump et de Poutine. D'accord, merci. Mais, genre désolé, mais la plupart des gens qui sont dans l'extrême droite française, qui sont des créateurs et créatrices de contenu d'extrême droite, qui sont des influenceurs d'extrême droite, qui sont des personnalités politiques d'extrême droite, etc. C'est pas que chez les Russes qu'ils vont trouver leurs sources. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on dit woke. Mathieu Bock-Côté, il vient de l'autre côté de l'Atlantique, pas du Caucase. Konstantin Malofeyev a longtemps eu des liens officiels avec l'extrême droite française. D'après le spécialiste des mouvements anti-IVG, Neil Data, Citizen Go aurait sollicité... Et il a les data, Neil Data. C'est un spécialiste. L'aide financière de l'oligarque russe dès sa création en 2013. J'ai rencontré Konstantin Malofeyev à un congrès mondial des familles. C'était un homme d'affaires, il avait de l'argent, et oui, je lui ai envoyé une lettre pour lui demander des fonds. Nous n'avons jamais rien signé ou finalisé avec lui. Et il y a un autre document où est écrit le nom de Konstantin et ensuite 75 000 €. Ça, c'était la proposition que j'ai envoyée avec la lettre. Mais encore une fois, ni Konstantin, ni personne travaillant pour lui n'a signé de document. Je dis aussi pourquoi on parle de l'argent russe. Pour dire que c'est les Russes qui tirent les ficelles de la panique anti-woke et des milieux anti-avortement. Et encore une fois, regardez à quel point... Moi, je trouve que c'est un truc qui me... Enfin, ça me tabasse quand même. Ils ont été obligés de passer par le fait que c'est un truc anti-avortement pour dire que quand même c'est important. Pour montrer quand même que les anti-woke sont vraiment dangereux, ils sont passés par le truc de « Ah, ils sont aussi anti-avortement et il y a les Russes derrière. » Comme si c'était pas suffisamment assez grave d'être transphobe. Comme si c'était pas assez grave d'être raciste. Non, c'est pas grave d'être raciste, regarde la politique française. Mais la vérité, pour escroc, c'est pour ça. Hein. Parce que si tu te concentres sur le racisme, là, t'es obligé d'être un peu politique, comme dirait Julien Audoul. Autre élément troublant, dans les années qui ont suivi cette demande, un Russe a siégé au conseil d'administration de Citizen Go. Oui, d'accord, et Henry Weston et Brian Brown, c'est qui ces gens ? En fait, limite, montrer qu'il y a une internationale réactionnaire, qui a de la thune, etc. Je préférerais plutôt que de dire regardez, c'est que les Russes. Bah en fait, non, dans ta liste de noms, t'as aussi des noms anglophones en fait. C'est quoi ça? T'as aussi des noms espagnols, des noms français, des trucs genre. Oui, c'est une internationale. Ils sont tous ensemble. Ils sont. Et oui, c'est clair qu'il y a les Russes dedans. Oui, bah encore une fois, c'est leur stratégie de normalisation et d'influence de se présenter comme les anti-woke. Rappelle Vladimir Poutine qui a rendu hommage à J.K. Rowling. C'est la stratégie. Mais du coup, je trouve que ça rend la vision très très myope, quoi. Il y a quelques années, je n'aurais même pas pris la peine de répondre à ces mensonges. Maintenant, je m'en fous. Et maintenant, tu as surtout un intérêt de montrer que tu n'as pas de l'argent russe derrière toi parce que tu commences un petit peu à te rapprocher de gains politiques, vu que l'extrême droite commence à augmenter un petit peu partout. Donc maintenant, tu as un intérêt à la respectabilité, là où avant, tu pouvais dire allez vous faire foutre les journalistes. Ils ont peut-être étendre le propos après, comme ils ont mis 30 minutes à dire, ou plutôt à laisser dire par un interviewé que woke, ça voulait rien dire, j'y crois pas trop, mais bon. Bah après, ils vont parler de Lyon 2, donc je me méfie. Dans ce combat, une institution est devenue la cible des attaques les plus virulentes, l'université. Elle est gangrenée par quoi, l'université française ? Par l'islamo-wokisme. Lorsque l'islamo-gauchisme est puissant, eh bien, il conduit à faire annuler des cours. L'une des dernières polémiques à avoir ébranlé l'université, l'affaire Balanche. Du nom de ce professeur pris à partie par un groupe d'étudiants qui a fait intrusion dans son cours. En ce moment, sur l'université de Lyon 2, je me bats pour qu'on impose une mission d'inspection indépendante pour que nous braquions les projecteurs sur la dérive islamo-gauchiste de cette université. Avec son bleuet en plastique moche, là. Lyon 2, une université de sciences humaines et sociales, qui enseigne notamment... Oh oui, mais oui,
je me rappelle, oui, c'est chez les gauchistes, ça, oui. À l'époque, je bossais à l'université dans un labo de recherche CNRS. La polémique islamo-wokiste de Blanquer a fait tellement de mal, que ce soit sur l'orientation des projets, la thune ou des recrutements. Bien sûr, mais parce qu'en fait, les attaques en wokisme, etc., c'est des entreprises de censure large. C'est qu'en fait, les sciences humaines sont dans le collimateur du pouvoir. Déjà parce que d'un point de vue comptable, ils estiment que ça leur apporte pas de thunes. Et en plus, c'est un instrument quand même contre le racisme et les discriminations qui est assez important. Et du coup, bah, si tu t'en débarrasses, tu te débarrasses de la possibilité aussi de visibiliser les inégalités, tout ça, quoi. Une grosse bousculade et quelques heures. Elle a la réputation d'être une fac de gauche. Une tradition militante, héritée de sa création après mai 68. Cet après-midi, les grévistes ont... Et c'est aussi que c'est une fac de sciences humaines. Pourquoi c'est toujours les facs de sciences humaines qui sont les facs de gauchistes? Peut-être parce que quand tu apprends la sociologie, l'histoire, etc., t'es un petit peu moins enclin à te croire au-dessus de tout ça, quoi. Genre, c'est aussi un lieu de résistance, les sciences humaines. La présidente de l'université accepte pour la première fois de revenir, face caméra, sur ce qui a déclenché l'affaire Balanche. Tout commence en début d'année, lorsqu'un groupe d'étudiants investit une salle. Leurs revendications au départ étaient assez claires, c'était de discuter des coupures budgétaires qui touchaient l'enseignement supérieur et la recherche. Au même moment, à Rennes 2, des étudiants occupaient une partie des bâtiments. Oui, mais bon, Rennes 2, quoi. Rennes 2, quand est-ce qu'ils sont pas bloqués, même? Sur ce motif-là, et donc il y a eu pour 500 000 € de dégâts. Notre idée, c'était d'essayer d'éviter ça, voilà, en favorisant une forme de dialogue. La présidente accepte de leur laisser une salle, à condition qu'ils n'y restent pas la nuit et qu'ils ne la dégradent pas. Non, t'as envoyé les CRS. Mais en fait, c'est à chaque fois ce qu'ils disent en mode « Nous avons voulu privilégier le dialogue, mais ils ont cassé des trucs. » Crari. T'as pas accepté, on l'a prise de force. Ah, oui, c'est vrai que généralement, d'expérience de blocage, généralement, quand tu arrives à occuper un amphi, c'est que tu as fait un rapport de force avec la fac avant et que tu l'as suffisamment bloqué. Moi, je me rappelle, la première fois de ma vie où on avait bloqué Sciences Po, c'était pour éviter qu'on bloque le bâtiment principal, enfin qu'on continue de bloquer le bâtiment principal, qu'ils nous ont filé un amphi dans un des bâtiments secondaires. Genre, sauf que, en fait, ils n'auraient pas filé l'amphi si on l'avait juste demandé. Donc, après, on est dans un bâtiment secondaire, mais bon. Mais c'est toujours ça, en fait. Genre, mais à chaque fois, ils vont te redire, ils vont réécrire l'histoire en mode « Nous avons gentiment accepté le dialogue. Ils se battaient contre les coupes budgétaires, et puis c'est vrai que c'est important, mais quand même ils se sont battus sur les coupes budgétaires, et ils ont causé des centaines de milliers d'euros de travaux, alors du coup c'est un petit peu contradictoire, lol, vraiment, c'est gauchiste. » Swan et Camille font partie des quelques dizaines d'étudiants qui viennent chaque jour. Ils militent au sein de Solidaire, un syndicat très engagé contre les discriminations. Un syndicat très engagé contre les discriminations, oui, antiraciste. C'était aussi un endroit où juste les étudiants pouvaient se retrouver, avoir un moment informel, juste discuter, passer un bon moment. Il y avait même eu aussi une friperie solidaire, les gens ont pu venir déposer des vêtements. Les étudiants en études supérieures sont particulièrement précarisés. Du coup, il y a aussi pas mal de distribution alimentaire. Selon eux, comme par hasard, ça parle de distribution alimentaire et ils mettent les images de quoi? Les gâteaux, la malbouffe, etc. C'est oui, distribution alimentaire pour manger des mars et du Milka. En fait, on n'est pas dupes. Les journalistes, on vous connaît, on n'est pas dupes. Décide d'organiser 2 repas de rupture du jeûne. Il publie ses visuels. Nous sommes alors fin mars. Visuel moche, mais oui. Oh là là, ils ont fêté la fin du Ramadan. C'est vraiment pas bien. Globalement, c'est quelque chose qui est quand même ancré dans la manière dont on milite, de partager des repas. Il y avait des personnes dans cette occupation qui étaient musulmanes. C'était du coup pendant le mois sacré de leur religion. Il y a un repas qui s'est organisé et c'est tout. Mais non, c'est honteux en fait. Vous n'avez pas honte de faire communauté avec des musulmans? Vous n'avez pas honte? Partager un moment convivial pour le Ramadan? Alors que oui, la vérité, le vrai scandale, c'est les visuels, ils sont moches. Au moins sur Canva, je sais pas, des trucs un peu en mode. Mais c'est vraiment genre, en fait, c'est ça qui a attaqué. C'est qu'ils ont osé. Déjà, ce qui a attaqué, c'est que les musulmans soient dans des études supérieures. Parce que rappelle, moi, c'est ce que je rappellerai toujours. La chronologie des polémiques sur le voile à l'université. Moi, je fais partie de la génération loi de 2004. En 2004, j'avais 6 ans. Donc, 2004, l'interdiction du voile à l'école, etc. J'avais 6 ans quand le voile a été interdit à l'école.
Du coup, c'est ma génération qui a été la première à être dans ce rapport-là d'interdiction formelle et de cet après d'une laïcité instrumentalisée à des fins islamophobes. Et quand je suis arrivé dans mes études supérieures, j'ai vu fleurir quelques petits débats sur est-ce qu'on n'interdirait pas le port du voile à l'université? Ah mais tiens, c'est marrant, ça vient d'où? Bah peut-être que la génération de la loi de 2004, elle est allée à l'université à peu près en même temps que moi, elle a fini les études secondaires. Oui, c'est ça, secondaire, enfin bref, elle a fini le lycée à peu près en même temps que moi. Et du coup, ces musulmanes ont quitté un espace où elles n'avaient pas le droit de mettre le voile, elles sont rentrées dans l'âge adulte, elles sont accédées à des études supérieures. Donc, elles se sont élevées aussi socialement, souvent vis-à-vis de leur mère, de leur père, etc. Et du coup, bah, pourquoi il a commencé à y avoir une polémique sur « Ah, est-ce qu'on n'interdirait pas le voile à l'université ?» Bah, peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que la loi de 2004 n'empêchait pas les gens de rester musulmans, et surtout de rester musulmanes, et qu'une fois arrivés à la fac, bah zut, on a vu qu'en fait, ils sont restés musulmans, quoi. Genre, les lumières magiques de la République ne les ont pas dissuadés de porter le voile, et ne les ont pas forcés à apostasier. Et du coup, on s'est retrouvés finalement avec déjà l'accès d'une classe sociale et d'une population racialisée, l'accès aux études supérieures, donc l'accès quand même à un espace qui est considéré celui de l'élite et qui est considéré du coup comme un accès usurpé par la bourgeoisie installée, c'est-à-dire que c'est une concurrence de l'extérieur. C'est toujours ça, hein. À chaque fois que les prolétaires commencent à s'élever socialement de façon visible, les bourgeois commencent à craindre pour la concurrence que ça leur fait à leur jolie petite tête blonde et ça met en danger la reproduction sociale. Et du coup, on observe toujours un backlash. C'est là qu'on commence à dire le niveau baisse. C'est là qu'on commence à dire oh là là, le voile à l'université, c'est pas bien. Mais ce qu'on vise, c'est le fait que les gens qui étaient dominés, les gens qui étaient colonisés, ils commencent à atteindre le même niveau d'études et d'excellence que les gens qui appartiennent, que les gens qui sont légitimes de naissance ou je sais pas quoi, que les gens qui sont considérés comme légitimes de naissance parce qu'ils viennent de la bourgeoisie, qui sont bien blancs, etc. Et du coup, bah, le premier réflexe, c'est l'interdiction. Et du coup, la raison pour laquelle, quand je suis arrivé à la fac, magiquement, il a commencé à y avoir des polémiques sur le voile à l'université, bah, c'est parce que c'est la même génération qu'on a voulu en fait dissuader de poursuivre ses études. À Sciences Po, t'avais des débats sur, oh là là, est-ce que l'inclusion des classes populaires et des CEP, c'est pas un peu trop parce que maintenant, il y a des filles qui portent le voile, quoi. Alors, je vous dis pas les profs. Hein. Et du coup, c'est exactement ça, la polémique sur le ramadan, c'est ça. Hein. C'est en fait, ce qui est choquant, c'est les deux choses à la fois. C'est à la fois que des musulmans osent fouler le plancher sacré de l'université en restant musulmans, et de deux, que des blancs osent les considérer comme leurs égaux. Je découvre ces affiches, je saute de ma chaise. Donc, je dis à ma référente laïcité, vous allez rencontrer les étudiants pour leur expliquer que c'est absolument impossible dans des bâtiments qui sont des bâtiments publics, universitaires. Mais ils vont pas faire des prières. Enfin, et déjà, d'ailleurs, il devrait y avoir des salles de prière déjà de base, même des salles de repos déjà de base où les gens ils peuvent prier aussi, bref. Mais genre, ils vont pas tenir un office religieux. C'est comme, moi je me rappelle, à la Chandeleur, t'avais des gens qui se mettaient dans le hall de Sciences Po et qui faisaient des crêpes. Il y avait des distributions de crêpes à la Chandeleur, et même qui utilisaient ça pour se faire de la thune pour leurs assos étudiantes, etc. À Noël, on faisait tous des Secret Santa. Tout le monde ne fête pas Noël. C'est pas contre la laïcité, ça? Ah non, pas non. Ce qui est contre la laïcité, c'est la rupture du jeûne du Ramadan. C'est le fait de faire une bouffe au moment où les musulmans ont droit de bouffer. Ça, c'est surtout pas ça. Ça, faut pas, quoi. Très clair à ce sujet, obligation de laïcité, et puis l'entretien se passe mal. Preuve supplémentaire que la laïcité, c'est juste de l'islamophobie. Enfin, la laïcité dans la bouche de ces gens-là, hein, parce que moi je crois en la vraie laïcité, qui est censée être justement une garantie de la liberté du culte, normalement. En tant que protestant, désolé, mais genre c'est pour ça qu'on s'est battu au niveau de la laïcité. Bref, mais genre c'est ça, c'est de l'athéisme d'État, quoi. Mais en fait, c'est même pas de l'athéisme d'État, parce que elle ne dit rien sur Noël. Elle ne dit rien sur les étudiants qui fêtent Noël. Elle ne dit rien sur les... Genre, c'est juste... Le problème, c'est les musulmans. Le problème, c'est que pour eux, la laïcité égale les musulmans n'ont pas le droit de citer. La référente laïcité se fait traiter d'islamophobe. Bah oui, parce que les étudiants refusent d'annuler le repas. Dans la soirée, la présidente se rend sur place à son tour. Et puis, là encore, l'entretien, si je puis dire, se passe mal. Donc, je me fais pas mal invectiver. Et puis, je leur dis, écoutez, voilà, alors, en tout cas, la consigne est claire. Pas d'autres repas demain soir de rupture du jeûne, puisqu'il y avait 2 dates annoncées. Pourquoi? Franchement, elle
son délire, c'est vraiment d'interdire les étudiants de bouffer des cookies et des flambis avec leurs camarades. Genre, c'est vraiment sa lutte à elle. C'est vraiment son combat numéro 1 pour faire respecter les valeurs de la République, c'est empêcher que les élèves ils se fassent une bouffe entre eux. Mais va te faire foutre à un moment. Et en plus, rappelle que bon, encore une fois, hein, ne faites pas confiance à n'importe quoi ce qu'elle dit. À chaque fois quand elle dit « on a privilégié le dialogue, je me suis fait invectiver ». Non, ça veut juste dire que tes inférieurs, les élèves, ont osé argumenter avec toi. C'est tout. Parce que aussi, c'est ça, hein, souvent. Hein. Quand t'arrives à la fac, on te dit « oui, vous êtes des adultes, vous n'êtes plus des enfants au lycée, on va vous demander d'être autonome, gna 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 ». Alors ça, quand il s'agit d'être autonome et d'avoir absolument aucune aide, que ce soit une aide pédagogique, une aide pour le handicap, je sais pas, au cas où, etc. Alors là, mais va te faire foutre, t'es un adulte. Mais par contre, quand il s'agit d'argumenter avec tes profs, là, pour le coup, c'est de l'invective. Ah ben non, t'es pas un adulte quand il s'agit d'être sur un pied d'égalité pour un débat politique sur l'organisation de la fac, etc., etc. Mais par contre, quand il s'agit de demander une aide pédagogique, là, non, t'es un adulte, t'es plus un enfant. C'est ça aussi qui est indécent, c'est qu'en fait, l'infantilisation continue, mais en plus avec un truc d'autant plus retors qu'on prétend que t'es pas infantilisé. Et en fait, la vérité, elle dit qu'elle s'est fait invectiver parce que des gosses ont osé lui parler de politique. À ça de découvrir que dans les quartiers, les ruptures de jeunes, il y a des chrétiens invités en cuisiner ensemble. Mais oui, c'est un moment de communauté qui dépasse largement les musulmans. En fait, genre, allô. Mais les étudiants persistent. Ils s'offriront même un peu de provocation. Retour en images sur nos 2 soirées rupture du jeûne qui ont bien eu lieu. L'université décide de fermer la salle. Ils bouffent des cookies. Ils n'ont pas dû. Et donc voilà. Donc ils ont fermé la salle. Pourquoi? Parce que les étudiants se sont fait une bouffe. Et que comme il y avait des musulmans, quand même, non. En école, c'était ça, H24 avec un fonctionnement lycée, c'était horrible, c'était une grande école et tout était à la ramasse. Bah ouais. Oui, et 2 messages sur Insta, c'est une provocation, rappel. Hein. Oui, exactement comme tu dis, Clara Lala. Hein. France TV fait 20 minutes sur des étudiants qui mangent des cookies dans un documentaire sur le wokisme. On est censé en tirer quoi comme conclusion exactement? Sauf que le lendemain matin, les mêmes reviennent bloquer l'accès au campus pour protester. Bah oui. Celui-ci ferme pour la journée. C'est à ce moment-là que les médias commencent à évoquer ce qui s'y passe. Un article dans Le Progrès, un autre dans le journal du dimanche. Comme par hasard. Puis ce sujet le Progrès, diffusé le sur JDD. CNews. Le Progrès, le JDD, CNews. Je me demande bien c'est quoi le lien entre les deux. J'imagine qu'on va nous le dire dans le documentaire. Il souhaitait organiser une soirée de rupture du jeûne dans une salle de l'université. La chaîne a sollicité un enseignant pour témoigner. Fabrice Balanche. Ah ok, ça faisait un mois qu'une salle de l'université était occupée par un groupe d'étudiants d'extrême gauche. Et comme ce sont des gens qu'on peut qualifier d'islamo-gauchistes, ils ont décidé d'organiser une rupture du jeûne pour attirer les étudiants... Pour attirer... Mais apprends à parler, frère. Musulmans. Pour attirer les étudiants... Quoi? Ah non, mais carrément la théorie du complot. Comme c'est des islamo-gauchistes, ils ont fait une rupture de jeûne pour attirer les musulmans. Les gauchistes ont essayé d'attirer les musulmans à eux et genre utiliser le grand remplacement. Pourquoi? Pour lutter contre l'université, la fac, je sais pas quoi. C'est quoi le sous-entendu exactement? Je veux savoir. Ce mot, islamo-gauchiste, va donner le ton de l'emballement à venir. Celui qui le prononce, Fabrice Balanche, est spécialiste du Moyen-Orient et habitué des médias qui sollicitent régulièrement ses analyses sur la région. Bonsoir Fabrice Balanche. Ah oui, du coup, on va nous sous-entendre que comme c'est un spécialiste du Moyen-Orient, du coup, il est pas raciste, parce que s'il était raciste, pourquoi il s'intéresserait à ces salles arabes? Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Il est aussi élu Les Républicains, comme par conseiller hasard. municipal dans une commune de la périphérie lyonnaise. J'ai dit que c'était islamo-gauchiste, oui, parce que quand ils ont bloqué le campus, le 28 mars, c'était pas pour demander de l'argent pour l'université, c'était des revendications clairement religieuses. L'islamo-gauchisme, c'est ces gens de gauche, d'extrême gauche, qui considèrent que le musulman de banlieue, prolétaire, opprimé, etc. Voilà, c'est le prolétariat du 21e siècle. Et donc, que le musulman de banlieue prolétaire, c'est le prolétariat du 21e siècle. Bah oui, vu qu'ils sont prolétaires. Il est con ou il est con? Que le musulman de banlieue prolétaire, c'est le prolétariat du 20... Oui, t'as dit prolétaire. Ils font partie du prolétaire. Oui, tu l'as dit toi-même qu'ils sont prolétaires. Ça, c'est prof, ça. Donc il faut accompagner leur lutte, leurs revendications, même si ce sont des revendications à caractère islamiste. À caractère islamiste, carrément. Organiser une bouffe pour la rupture de jeûne, pour passer un bon moment convivial, c'est islamiste. Carrément. Les cookies islamistes du soir, Mais voilà, tu vois, c'est encore ça. Oui, c'est quasiment terroriste de bouffer des cookies avec des musulmans. Mais parce que c'est ça le fond de l'histoire. C'est que l'idée, c'est que pour eux, le fait même qu'il y ait des musulmans en France, pour eux, c'est déjà du terrorisme parce que c'est des putains de suprémacistes blancs.
Son point de vue passe mal auprès de ceux qu'il désigne. Ah bah tu m'étonnes, il les a traités de terroristes. Son point de vue passe mal auprès de ceux qu'il désigne comme des islamo-gauchistes terroristes qui ont des revendications. Ah bon? Ah bon, ça pas. Ah bon? Mais non. Mais parce qu'en fait, rappelle que ce mec-là, il est prof. Donc qu'est-ce qu'il pense de ses propres élèves? Parce que, genre, désolé, mais les profs, moi je me rappelle encore une fois, hein, désolé, mais moi je me rappelle à Sciences Po, mais les profs infectent. Parce que vous savez, à Sciences Po, tu as deux types de concours. Maintenant, j'ai pas suivi les dernières réformes du concours, mais en tout cas, à mon époque, tu avais deux types de concours. Tu avais le concours classique et le concours CEP. En gros, il y avait une convention, il y a toujours une convention avec des lycées d'enseignement prioritaire, etc. Où en fait, pendant tout le long du lycée, tu suis des cours de renforcement, etc. Et tu as accès à un différent type de concours qui permet d'amener un peu d'égalité sociale à Sciences Po. Bref. Mais genre, moi, je me rappelle, les profs à Sciences Po, en TD, parce que tu avais vraiment des profs bien droitards. Hein. Moi, j'avais un prof de droit, il était bien sarkozyste, bien insupportable. Genre, il te sous-notait à la tête du client. Il voyait que tu étais gauchiste, il t'enlevait 3 points sur ta copie. Hein. Genre, c'était littéralement ça. Mais t'inquiète que dès le premier jour, il repérait les gens qui venaient de CEP. Ah, t'es noir? Ah, t'es musulmane? Ah, tu portes le voile? Ah, t'as un peu un accent? Et il les saquait pendant tout le semestre. Genre, c'était des putains de racistes, ces gens-là. Et genre, vraiment, ils étaient en mode, comme je pars du principe que tu viens de banlieue, tu ne seras jamais au niveau. Et du coup, ça fait des remarques que le niveau baisse depuis les réformes, 3 petits points, et que ça fait des remarques que tout le monde n'a pas forcément les codes, et que ça fait des remarques que certains ici doivent mettre les bouchées doubles, vu d'où ils viennent. Et en fait, c'est juste que le problème, c'est que quand t'as un prof d'université qui dit ça, il a un pouvoir assez fort sur toi, en fait. Il a le pouvoir de te faire louper ta matière. Il a le pouvoir de te saquer, de te dégoûter et de te faire partir de la fac, en fait. Il y a un pouvoir hiérarchique qui s'opère. Donc désolé, mais oui, quand tu apprends que ton prof traite ses élèves comme ça, mais ça veut dire que ses cours n'ont plus aucune valeur. Comment tu peux faire confiance à la valeur de ses cours s'il a de tels biais envers ses élèves? S'il a une telle détestation envers ses élèves particulièrement musulmans? Bah non, oui, tu perds toute valeur en fait. 2 jours après son intervention sur CNews, il est interrompu par des personnes masquées. Bon bah j'ai vite compris que ça servait à rien. Ok, d'accord. Du coup, t'avais dit quoi sur les Palestiniens exactement? Je suis curieux. Parce que là, tout ce qu'on sait, c'est que oh là là, il a dit 2-3 trucs à la télé. Mais bon, raciste, sioniste, c'est vous les terroristes, ça veut dire qu'il a dit des trucs sur les Palestiniens. Pourquoi vous nous dites pas ce qu'il a dit sur les Palestiniens? C'est parce que vous êtes d'accord? Là, je suis en train de quitter l'amphi avec 3 sbires derrière moi qui cherchent à m'arrêter. Mais heureusement, j'ai des étudiants qui se sont interposés. La scène ne dure que quelques instants. Oh là là, et puis les PNJ aussi qui sont en mode « Mon droit à étudier, mon droit à étudier. Oh. » Au pire, va faire les lectures dans ton coin. Hein. Ceux qui ont mené cette action appartiennent à un groupe sans structure officielle, les autonomes. Ils vont poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Les autonomes. Très vite, elle va devenir virale et avoir un effet boomerang. Elle est reprise par des comptes comme celui du syndicat étudiant de droite, Uni, et ceux des sites d'extrême droite, Frontières et Boulevard Voltaire. À Lyon 2, nous avons retrouvé un témoin de l'intrusion des autonomes. Très rapidement, que ce soit les gens qui étaient proches de ce groupe ou les gens un peu plus éloignés, tout le monde était d'accord sur le fait de dire jamais on aurait dû soit la faire, soit partager la vidéo. Même au sein des autonomes? Même au sein des autonomes, ils avaient l'air de dire non. Non, c'était une erreur, on n'aurait jamais dû faire ça. Pourquoi la caméra, elle est obsédée par la fille avec les cheveux bleus? Pourquoi la caméra, elle est obsédée par le fait de filmer un groupe de jeunes filles, blanches, racisées, dont une avec des cheveux bleus? Bonjour Monsieur Balanche. Bonjour, monsieur Pro. Vous avez été pris à partie en plein cours mardi par un groupe d'une quinzaine d'individus d'extrême gauche. L'incident devient l'affaire Balanche. Après, moi, je suis totalement d'accord que c'est une connerie de publier la vidéo. Enfin, franchement, c'est bref. On était deck surtout pour avoir créé une carrière à ce fils de pute. Bah ouais, de fou. Genre, à un moment, bon, faites votre action, mais bon, y a frontière derrière. Hein, que ça reste à l'état de rumeur et qu'il n'y ait pas des trucs sur lesquels... voilà. À un moment, quitte à vous masquer le visage, autant pas poster de vidéo. Selon l'enseignant, l'intrusion s'inscrit dans une stratégie d'entrisme des islamistes à l'université. Carrément l'entrisme. Et tu vois, voilà, exactement ce que je disais. L'entrisme des islamistes à l'université, c'est juste la bourgeoisie blanche suprémaciste qui ne supporte pas de voir que, bah oui, en fait, les musulmans, ils s'élèvent socialement, ils ont accès à l'université là où leurs parents n'y avaient pas accès avant. Ils deviennent vos égaux socialement. Et du coup, ça devient de l'entrisme islamiste. Parce que, avant tout, ce n'est pas considéré comme étant leur place.
déstabilisation de l'université, un moyen de déstabilisation d'une manière générale la société française. Mais frère, tu n'es pas la société française. C'est juste une déstabilisation de toi et ton cours de merde et tes propos de merde. Tu n'es pas la France. Tu n'es pas l'université. T'es un prof de merde, c'est tout. Le prof en question, il est proche de Rojdi, chrétien d'Orient, il a rencontré Bachar al-Assad. Oui, bah, il faisait les petits voyages en Syrie avec tous les fachlards qui allaient voir Bachar al-Assad, oui, bien sûr. Mais genre, désolé, tu n'es pas la République. Et le fait même que tu en revendiques le monopole, c'est précisément ça le problème. C'est précisément ça pour ça que tu perçois un entrisme des frères musulmans, c'est un entrisme des islamistes ou je sais pas quoi. C'est précisément parce que tu ne supportes pas de voir la France telle qu'elle est. Mais casse-toi en fait, casse-toi. Avant la phase qui est de conquête, si on s'en réfère aux leçons d'Abu Musab es-Souri, l'idéologue de Daesh, et qui Daesh aussi inspire les... Carrément Daesh qui inspire les totos. Alors ça vous fait quoi les étudiants de Lyon 2 d'être inspirés par Daesh? Ah ouais, je sais pas qui a dit ça dans le chat, mais oui, bercé un peu trop près du mur ce mec. Ah, la rupture du jeûne c'est Daesh carrément. Je sais pas. Vous faites quand même un parallèle entre un groupe d'étudiants, aussi militants soient-ils, et des terroristes assassins de Daesh. Il y a quand même quelque chose de choquant dans le parallèle que vous établissez. Non, je fais pas vraiment un parallèle, j'explique un processus. Je ne fais pas un parallèle, j'explique un processus. Bah c'est pire, c'est pas un parallèle, c'est une pente glissante. C'est pire. Ah non, je fais pas un parallèle, je dis que c'est pareil. C'est pas parallèle, c'est le même. Ces théoriciens comme Abu Musab es-Souri, enfin il y en a d'autres, publient énormément sur le net, sur YouTube. Les leçons d'Abu Musab es-Souri, elles sont pas confidentielles, elles sont sur Internet. Je doute que ce soit la source d'inspiration des autonomes qui étaient à Lyon 2. Peut-être pas des autonomes, mais en tout cas d'autres qui sont en contact avec eux. Daesh influence les Arabes qui influencent les autonomes. Le truc que tu décris, on pourrait le résumer par un graphique où tu vois, je sais pas, un marionnettiste qui tient des marionnettes, qui tient d'autres marionnettes. Mais le problème, c'est que si j'imagine ce graphique, ça me fait beaucoup penser à la propagande antisémite, qui s'appelle Rio le complotisme. Non mais bien sûr, mais le mec, avec ce degré de complotisme, il est prof à l'université, bah putain. Ah, je suis bien content d'être streamer. Il voulait faire mon procès public, me chasser de l'université, un peu à l'image de ce que faisaient les nazis sous le Troisième Reich quand ils chassaient les professeurs juifs de leur... Bah oui, carrément. Bah bien sûr, tout à fait. C'est comme les nazis sous le Troisième Reich. Ce jour-là, il rencontre les étudiants du syndicat Uni. Dans son combat, l'enseignant reçoit le soutien d'une trentaine d'intellectuels, dont les anciens ministres de l'Éducation nationale, Luc Ferry et Jean-Michel Blanquer. Ah oui, Luc Ferry, c'est celui qui disait que le christianisme était supérieur à l'islam, parce que dans le christianisme, Jésus, il avait dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et donc finalement la laïcité était une idée chrétienne, là où les musulmans n'avaient pas une telle idée. Luc Ferry qui disait ça, je me rappelle, sur France Culture aux alentours de 2013, un truc comme ça, après les attentats, et en disant ça, disait mot pour mot, littéralement, les mots de l'antisémitisme chrétien. Oui, qui disait qu'il fallait tirer à balles réelles sur les gilets jaunes aussi. Mais Luc Ferry qui, littéralement, partage une idéologie antisémite pour cibler les musulmans et ne se rend même pas compte à quel point c'est antisémite ce qu'il raconte. Enfin, je sais pas s'il s'en rend compte, mais en tout cas, il accuse les autres d'antisémitisme, donc j'imagine qu'il se croit au-dessus de tout ça. Super les soutiens. Dans une tribune, il dénonce une mouvance islamo-wokiste qui a gagné aujourd'hui une position souvent dominante dans les milieux universitaires. Xavier Laurent Salvador est l'un des signataires de la tribune. Ce maître de conférences en littérature médiévale anime un collectif d'universitaires qui a publié plusieurs rapports sur le wokisme. 49 minutes, le ratio de facho à woke est sacrément en faveur des fachos pour l'instant dans le documentaire. Selon lui, la bien-pensance qui guide les woke risque de remplacer la science. La bien-pensance qui guide les woke risque de remplacer la science. Le grand remplacement. Parce que c'est mieux la malpensance. En fait, c'est ça, c'est que déjà, même dire bien-pensance, c'est contre son camp, mais allez, vas-y. Du coup, pour éviter que la bien-pensance ne remplace la science, il faut définancer les sciences humaines. Les sciences humaines. Pour appuyer son constat, il nous a apporté une liste des publications, des séminaires, des journées d'études qu'il a recensées pour le mois de février 2023 partout en France. Nous, notre mode de fonctionnement, c'est aussi celui de l'alerte. Les gens nous alertent. Oui, bien sûr, parce que les woke, c'est de la chasse aux sorcières et de la censure, et vous, c'est de l'alerte. Vous faites littéralement des listes de cours qui ne vous plaisent pas, mais c'est juste de l'alerte, c'est pas de la censure. Intitulé « Ésotérique pour le profane ». 1er février, annonce de publication en revue, pratiques féministes et queer de la micro-édition. 3 février, séminaire du cluster gender, sexisme, penser les racines du mal. Et donc
Du coup, c'est pas bien le féminisme? C'est pas bien que les gens fassent des études sur les pratiques féministes, etc. Je sais pas qui il a tripoté, mais là, il tremble un peu là. Voilà un point commun avec... Le point commun avec Daesh, c'est les pratiques queer dans la micro-édition. Voilà, c'est le féminisme islamiste. Donc lui, en fait, il est juste anti-féministe. Genre, vous pouvez le dire dans le documentaire, vu qu'il aime pas le fait qu'il y ait des études féministes à l'université, il est donc anti-féministe. Pourquoi vous dites pas les termes dans le docu là? Genre, décolonialisme, antiracisme. 5 février, annonce de publication discrimination et racisme à l'université. Des thèmes de recherche qu'il associe à l'étiquette woke. Nouvelle radicalité sur la République autoritaire, islam de France et illusion. Quoi, on n'a pas le droit de parler du racisme à l'université? C'est interdit de parler de racisme en France maintenant, carrément. Ah oui, d'accord. Je peux continuer un peu sur le décolonialisme. J'ai l'intersectionnalité, j'en ai encore beaucoup. Mais l'intersectionnalité, ça vient de l'université? Non mais ce docu, c'est une honte absolue. Hein. Ça fait 20 minutes qu'on est sur l'islamo-wokisme à l'université. On a entendu que des fâchlards. Ah si, allez, vite fait. 2-3 étudiants qui disaient que, oh là là, non, enfin ça va, chill et tout quoi. Vite fait. 2 secondes des étudiants pour dire que non, ça va, chill. Et le reste, que des fachos, sans aucune contradiction. Genre, tu sais, vu qu'ils parlent des travaux de leurs collègues, ils peuvent pas interviewer les collègues en question, éventuellement, pour dire que les gens qui s'opposent aux études féministes, c'est juste des antiféministes. Cette longue liste, nous l'avons soumise à un autre universitaire. Ah, enfin, voilà. Merci. Étienne Ollion, sociologue du CNRS et professeur à l'école polytechnique. On est dans une logique qui est une logique de l'anecdote et de la sélection manuelle d'un exemple qui peut être très parlante quand il s'agit de mobiliser une argumentation en sa faveur, mais qui n'est pas du tout la logique scientifique. Non mais ça va, c'est que des petites anecdotes ici et là, mais ça c'est pas partout non plus quoi. Et vous inquiétez pas, le grand remplacement ça n'existe pas, il n'y a pas tant d'arabes que ça en France. Donc il n'y a personne qui va défendre les études féministes. Lui il va juste dire « Oh mais non c'est vrai, il n'y en a pas tant que ça, il fait une liste, ça a l'air ouf comme ça, mais ça va quoi, genre il n'y en a pas tant que ça quoi au final. » Donc c'est bien. Tant mieux, du coup, vu que c'est que des anecdotes. C'est pas grave. Vas-y qu'on va voir un facho et ensuite un mou, un partout, la balle au centre. Mais ouais, genre c'est... Ensuite, c'est qu'il faut rapporter ça à l'ensemble de la publication scientifique qui est en train de se produire à un moment donné. Vous inquiétez pas, c'est minoritaire dans les publications scientifiques, il n'y en a pas tant que ça, donc ça va quoi. C'est ça leur exemple. C'est ça leur... Déjà, encore une fois, encore un mec, genre désolé, bon bref. J'ai pas envie de faire mon féministe du dimanche, mais ils ont pas interviewé une seule meuf chercheuse, déjà, d'une. Ah si, la meuf, c'était la présidente de l'université, ok, d'accord, my bad. Ils ont pas eu le choix, c'était la présidente, ils pouvaient pas choisir. Ils ont passé au crible l'ensemble des revues spécialisées depuis 2001. C'est 120 revues, 25 ans, donc 50 000 articles qu'on a analysés. Une tâche colossale qui a nécessité 2 ans et demi de travail. Et comme le wokisme n'est pas une notion scientifique, ils se sont concentrés sur celle plus précise de genre. La proportion d'articles qui mentionnent ou se consacrent à cette thématique passe de 9 à 11,4%. Donc c'est une légère augmentation, mais qui est évidemment très loin de ce que certains peuvent évoquer quand ils s'inquiètent de la montée du genre, et ce qui est même un résultat qui nous a un peu surpris. On s'attendait à ce que le résultat soit un petit peu plus haut. Nous aussi on pensait qu'il y avait trop de woke, mais en fait pas tant que ça. Nous aussi on pensait qu'il y avait trop de gonzesses qui faisaient des trucs sur les trucs de meufs, et de trans et de p*** qui fait des trucs sur les trans et de p***. Mais en fait, pas tant que ça, en fait. Ils restent dans leur coin, quoi. Et en plus, désolé, mais bon, bref, je sais pas ce qu'il est, apparemment. Je crois qu'il est sociologue, c'est ça, ils ont dit tout à l'heure. Bon, frère, enfin... un peu de vision historique, s'il te plaît. Genre, les paniques anti-genre datent des années 90. C'est le Vatican qui a d'abord commencé à s'intéresser à ça, dans une optique de lutte notamment contre l'avortement, mais pas que, contre les avancées féministes et contre le risque que les avancées féministes puissent trouver leur place dans le droit international et dans les instances multilatérales. L'ONU, etc., etc. L'Union européenne, tout ça, tout ça. Ça date des années 90, qui a commencé à y avoir véritablement un travail de veille actif, de mise en mots politique au travers de l'idéologie du genre, qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, c'est ce continuum-là. Et encore, tu peux même le mettre encore avant, mais ça n'avait pas les mêmes termes, mais c'est juste de l'antiféminisme en fait, point barre. Et donc en fait, genre, c'est... Désolé, mais si tu regardes à partir des années 2000, bah déjà d'une, tu loupes tout le travail qui a été fait dans les années 90 de mise à l'agenda des questions féministes, parce que déjà, pour que ça arrive à ces 9%, c'est qu'il y a eu une augmentation, et ça s'est fait dans les années 80 et 90, avec les créations des départements d'études sur les femmes, ensuite des départements d'études sur le genre,
etc., etc. L'inclusion progressive, parce que pourquoi on a ouvert des départements de Women's Studies, d'études sur les femmes à l'université? C'est bien parce que la sociologie traditionnelle voulait pas en entendre parler et qu'il a fallu créer un truc à côté pour pousser l'inclusion à l'intérieur de la sociologie. Encore une fois, là je parle de la sociologie, mais dans toutes les sciences humaines, hein, pour l'histoire aussi, hein, l'histoire des femmes reste assez récente quand même dans l'histoire de l'université. Donc déjà d'une, prouver qu'il n'y a pas de problème, parce que depuis les années 2000, c'est passé que de 9 à 11%. C'est déjà loupé le fait que toute l'origine de ce backlash anti-genre, anti-trans, de ce backlash anti-féministe, bah ça vient du moment où c'est passé de 0 à 9% aussi. Il faudrait peut-être en parler. Et ça loupe aussi le fait que ce sont des attaques politiques. C'est pas un désaccord sur la science. Ce sont des attaques politiques. C'est des gens qui veulent pas entendre parler des droits des femmes, en fait. Genre, allô? C'est des gens qui veulent pas entendre parler des droits des personnes racisées et de la lutte contre les discriminations et de l'inclusion véritable et véritablement universelle de tout le monde dans la loi et dans la protection et de l'égalité. L'étude se demande aussi si les chercheurs ont beaucoup travaillé sur le concept de race et s'ils délaissent celui plus classique de classe sociale. Ah, ok. Est-ce que la race Les est présente? résultats montrent que ce n'est pas le cas. La part des articles qui traitent de la notion de classe progresse de 11,5 à 13,5%. Quant au concept de race, la proportion plafonne à 3,5%. 3,5%. Vous comprenez pourquoi il y a des étudiants wokistes? 3%. Dans la putain de France postcoloniale. Et coloniale, tout court d'ailleurs, parce qu'on en a encore des colonies. Bah, non, la race, non, ça n'existe pas. Bah, c'est pas dans la Constitution, ça n'existe pas. On n'est pas raciste, la preuve, on fait pas d'études sur la race. Comment pourrait-on le savoir? Oui, la France est putain en retard sur le racisme, genre, allô? Est-ce que ces chiffres vous étonnent? Ces chiffres me réjouissent et me rassurent. Ah, ça va, ça me rassure. Et du coup, j'imagine que le documentaire va dire: c'est bon, on a gagné, on a réussi à rassurer le raciste, que t'inquiète pas, on parle pas tant de race que ça à l'université. Mais du coup, ils contredisent un peu le... C'est bien ce qu'on appelle, la controverse dans l'université. Et donc, je me réjouis de voir que finalement, le wokisme n'existe pas, que le décolonialisme n'a pas son mot à dire dans l'université, et que finalement, nous ne faisons qu'écrire des romans depuis 10 ans. Sous-entendu, ah, mais je me réjouis d'apprendre que nous ne faisons qu'écrire des romans depuis 10 ans, hein, voilà. Que nous racontons n'importe quoi, visiblement, vous remettez en doute notre parole. Là, c'est juste en mode, non, votre étude, j'y crois pas. Et de toute façon, tant qu'il y aura même 3,5%, tant qu'il y aura même 1%, je continuerai à dire que c'est trop. Parce que ce mec est un putain de suprémaciste blanc, à un moment, il va falloir le dire. 2 semaines après l'intrusion des autonomes, la présidente de l'université finit par prendre la parole dans la presse écrite. Elle, qui a soutenu Fabrice Balanche, se dit désormais très en colère contre l'enseignant, qui dépeint l'établissement comme gangréné par l'islamo-gauchisme. Bah oui, parce que elle, son objectif, c'est de protéger la respectabilité de sa fac. Du coup, s'il y a un prof qui dit que sa fac est gangrénée, bah du coup, ça fait baisser la valeur symbolique de la fac qu'elle préside. Donc évidemment qu'elle va dire: oh là là, non, il dit du mal de nous, donc c'est pas bien. Évidemment qu'elle a un réflexe corporatiste, mais on sent... ça ne veut rien dire. Il a suffi de 2 heures à peu près pour que je change de statut. Donc je suis passée d'islamophobe et raciste à islamo-gauchiste, voire antisémite. Oui, et d'être réélu aussi, bien sûr. Et du coup, elle peut se victimiser en mode: oh là là, on m'a dit que j'étais islamo-gauchiste, après on m'a dit que j'étais islamophobe. Vraiment, c'est bien la preuve que je suis le juste milieu. Non, c'est juste que t'es... La présidente reçoit des menaces de mort, au point d'être placée sous protection policière pendant 15 jours. Et une nouvelle tribune demande sa démission. Tiens, c'est marrant, les menaces de mort, ils les avaient pas reçues quand c'était que les étudiants. Là, bizarrement, les menaces de mort, elles commencent à les recevoir quand elles s'attaquent aux droitards. Peut-être qu'il faut faire 1 + 1 = 2 un jour. L'homme fort du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, alors en campagne pour la présidence de LR face à Bruno Retailleau, fait une déclaration. Je vous annonce que nous avons décidé avec le président de la région de supprimer toutes les aides de la région à cette université tant qu'il n'y aura pas la lumière qui sera faite sur leurs dérives. Juste un prétexte supplémentaire pour encore plus matraquer l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que ce serait con quand même d'avoir de plus en plus de citoyens qui ont accès à des études de sciences humaines qui permettent de faire monter le niveau de connaissance générale de la société et d'en faire des citoyens éclairés, etc. Non, ce serait dommage, quoi. Nous profitons de la séance plénière du conseil régional pour essayer de lui poser une question. Blablabla, Monsieur Wauquiez, est-ce qu'on peut juste vous prendre 2 secondes? C'est Fabrice Pankouk, le président du conseil régional, qui répondra à nos questions. Il a rencontré la présidente de Lyon 2 en septembre et dit avoir posé ses conditions pour que la région débloque les 19 millions d'euros. C'est quoi ces La première conditions? chose, c'est de s'accorder sur les constats.
La deuxième, c'est que je souhaite qu'elle puisse engager un audit externe sur son établissement. Et 3, que les mesures soient prises en conséquence de ce que dit l'audit externe. Quand on parle de dérive islamo-gauchiste, concrètement, d'après vous, on parle de quoi, sachant que c'est un terme qui fait débat, qui est très controversé, qui n'est pas forcément validé c'est précisément ça que l'audit externe va dire. Et si l'audit externe dit il n'y a pas de sujet, tout ça n'a jamais existé, alors dans ce cas-là, je ferai le constat que c'est exagéré. Menteur! Arrête, tu sais très bien que si l'audit externe il dit qu'il s'est rien passé et que tout va bien et qu'il n'y a pas eu de dérive, etc., bah tu sais très bien que vous allez dire que l'audit externe il était biaisé, il était wokiste. Arrête de nous mentir, putain, on le sait. On sait que dès que les résultats ils vont pas dans votre sens, vous ignorez les résultats. Tout le monde a constaté une forme de déviance qui n'est pas acceptable. Les faits dont vous parlez ne concernent pas 27 000 étudiants, les 27 000 étudiants de Lyon 2. On parle de l'établissement. Et la clé est à la présidente. Mais ceux qui vont souffrir de la suspension. Encore une fois, mais ceux qui vont souffrir, c'est la majorité qui n'a pas à souffrir des dérives d'une minorité agissante. Et du coup, dans le documentaire sur les woke, on va en sortir en disant quoi? Que les woke existent, peut-être qu'ils sont minoritaires, mais qu'il y a des vraies dérives et que c'est très très grave. Et que peut-être que ces droitards, ils ont des raisons de s'inquiéter. Le service public. L'université a annoncé qu'elle refuse de réaliser un audit sur l'islamo-gauchisme. Ne sachant pas comment le définir. Oui, c'est vrai que si tu fais un audit sur l'islamo-gauchisme, c'est déjà accepter les termes du débat et accepter déjà les termes du débat de l'adversaire, en fait. C'est aussi que l'islamo-gauchisme ne veut rien dire. C'est un mot politique. Sauf que, comme le docu, à aucun moment n'en a fait l'analyse de la teneur politique, des contenus du mot islamo-gauchisme, wokisme, etc., bah, on pourrait très bien avoir l'impression que l'université fait semblant que ça n'existe pas. C'est une dinguerie. Vraiment, complément d'enquête, allez vous faire foutre. Rappel, complément d'enquête, woke, la dictature des bien-pensants, point d'interrogation. Moi, je suis un normie. Je sors de ce docu, premier degré, je me dis, les woke existent. Et c'est vrai que le wokisme, il y a des dérives. Et que on essaie de nous rassurer en nous disant qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais peut-être que si on les laisse faire, il y en aura plus demain. Et c'est pour ça que quand ton truc, c'est de dire « Oh là là, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas tant de wokisme que ça », en fait, ça calme pas les angoisses des gens parce qu'ils se disent « Ouais, mais il y en a quand même un petit peu et ça risque de contaminer tout le monde et qu'on est quand même dans un risque que ça augmente. » Donc voilà, globalement, un documentaire complice de l'extrême droite, voilà, tout simplement. Je vais même dire que l'immigration, en vrai, mais parce que c'est la même logique. Parce que c'est exactement la même logique. C'est qu'à partir du moment où tu refuses, où tu es un journaliste, tu veux te cacher derrière ta pseudo-neutralité, pour ne pas montrer que tu es quand même un petit peu d'accord, on va dire. Quand tu veux te cacher derrière ta pseudo-neutralité, etc., du coup, ça te pousse à accepter au moins une partie des termes du débat. Parce que, évidemment, s'ils avaient fait un documentaire qui montre que le wokisme, c'est une panique morale créée et importée des États-Unis dans une continuité des mouvements antiféministes, racistes, qui du coup veulent maintenir un statu quo contre l'élargissement de l'égalité et l'accomplissement de la promesse républicaine, égalitaire, etc. Oui, du coup, là, c'est pas très très neutre parce que du coup, tu te mets du côté des woke. Si tu politises un petit peu la question et que tu es un petit peu honnête et que tu es dans le service public qui est censé quand même défendre toutes ces valeurs, en théorie, normalement. Donc évidemment qu'à partir du moment où tu décides de dépolitiser la question, ce qu'a fait ce complément d'enquête, parce que complément d'enquête, c'est les rois de la dépolitisation. C'est à chaque fois que je corrigerai que t'as un complément d'enquête, ça me fume à quel point c'est les rois de la dépolitisation. Mais du coup, à partir du moment où tu décides de traiter une question de façon non politique, une question politique, une question de campagne d'extrême droite, et que tu dis vas-y, on va la traiter de façon apolitique et neutre, dans ce cas, tu démissionnes de ta mission première, qui est celle d'informer les gens. Et du coup, tu as juste à dire oui, mais il n'y en a pas tant que ça, ne vous inquiétez pas. Ça va transformer les normies en anti-intellectuels encore. Putain, les journalistes, ne pas défoncer les scientifiques et chercheurs. Oui, parce qu'au final, c'est quoi? Ils ont interviewé quelques chercheurs. Un qui dit oh là là, j'ai fait une liste des études, vraiment, il y a des wokistes partout, c'est terrible, je suis vraiment. Un autre chercheur, soi-disant spécialiste de la Syrie, voilà, bref, qui dit ah oui, c'est vrai que le complot existe, croyez-moi, en tant que chercheur, je vous le dis. Un autre chercheur qui dit oh, ça va, j'ai fait un recensement, il n'y en a pas tant que ça. Mais du coup, qu'est-ce qui va en ressortir? Déjà qu'on comprend rien aux chercheurs et à l'université. Que de toute façon, les études dont on parle, on ne sait pas, vu qu'ils n'ont pas interviewé les gens qui l'ont fait. Ils n'ont pas interviewé des chercheurs woke. Ils n'ont pas interviewé des chercheurs qui font des études sur le racisme, sur le sexisme, etc. Non, ils n'en ont pas interviewé. Les seuls qu'ils ont interviewés, c'est celles qui disent que oh, ça va, il n'y a pas tant d'études sur le racisme et sur le sexisme, donc ça va. Et les autres, c'est ceux qui disent qu'il y a vraiment un complot et qu'il faut faire attention parce qu'il y a un complot, attention, ça fait peur. Donc c'est. Oui, c'est juste en mode ces chercheurs, ils sont bizarres, on comprend pas ce qu'ils disent. Et puis de toute façon, on sait pas trop. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens bizarres à l'université, et comme ils n'ont pas été humanisés par ce documentaire, pourquoi ils seraient humanisés par les gens qui regardent le documentaire? C'était déprimant, vraiment, ce numéro
votre complément d'enquête était déprimant. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.